annoncé entre la Corée du Nord et les États-Unis, alors que la tension était à son comble à l'automne, avec tirage de missiles, menaces verbales et noms d'oiseaux. C'était la ligne Philippot, c'était ce qui plaisait à Nolo. C'est-à-dire quand elle parlait de social, quand elle parlait d'Europe. Oui. Ah, il y a un scoop. Non, mais je suis très sérieux. En fait, en appelant au Rassemblement National, c'est pas... Elle pense pas au parti de DA, tu parles, elle sait même pas qui est DA. Il pense pas du tout, c'est ça que je le reproche. Elle sait même pas qui est DA, mais c'est ce que tu veux. Ça serait bien si elle pensait à DA. C'est ce que je te dis, bah oui. Mais ça serait bien, au moins elle pensait à DA, même pas. Non, la seule référence qu'elle a, c'est celle de son père, qui en 86 a appelé le groupe parlementaire Rassemblement National. Voilà, donc elle revient au parti du père. Mais l'ironie, c'est qu'elle revient forcée, c'est-à-dire qu'elle est obligée de reparler d'immigration d'abord et avant tout, parce que tout simplement, toute l'Europe ne parle que d'immigration et gagne les élections là-dessus. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que son père, qu'elle prenait pour un vieux ringard, et à qui elle disait « mais moi j'en ai marre de parler d'immigration, il faut parler de social, d'Europe, etc. et d'euro », en fait, c'est le père qui était d'avant-garde. Et c'est toute l'Europe qui parle comme le père aujourd'hui. L'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, etc. Est-ce que c'est ça la véritable ironie? Moi je trouve que c'est ça la vérité. L'ironie, c'est de se proclamer un rassemblement alors que l'aile droite s'est barrée avec Marion Maréchal Le Pen, que l'aile gauche s'est barrée avec Philippot. Non, mais Philippot, c'est que mec. Non, mais quand même. Ce sont des gens qui se sont éloignés. Et je finis. Et que personne... Tu dis des bêtises, ne finis pas, tu dis des bêtises. Et que personne ne veut adhérer à ce rassemblement. Elle n'arrive pas à rassembler en dehors du FN. Elle tend les mains vers la droite. En dehors du FN. En dehors du FN, elle n'y arrive pas. Et au sein du FN, il y a plutôt des gens qui partent plutôt que des gens qui restent. Tu veux que je te dise? Voilà. Parce qu'en fait, elle ne veut pas. Comme son père, alors. C'est la psychanalyse. Non. Oui. Vous vous trompez sur son père. Son père a voulu s'allier. Tout le monde se trompe sauf Zemmour. C'est ça la règle. Je crois que c'est sur cette phrase qu'on va finir. Je sais, moi, par Pasqua, qu'il y avait des accords prévus en 86 et que Pasqua lui avait promis une alliance et que c'est Chirac qui l'a brisé. Et en 86 et 90, j'ai raconté ça dans un de mes livres. Donc c'est une histoire que je connais vraiment bien, pardonnez-moi. Donc c'est pas vrai, son père a renoncé au pouvoir quand il a compris justement en 88 que 1, il ne dépassait pas 15% et 2, que la droite ne voulait pas. Tant qu'il y aurait Chirac, d'accord. Elle déteste la droite. Il faut comprendre sa mentalité. C'est une femme de gauche. C'est ce que disait Renaud Delisle. Elle rêve d'une alliance avec Mélenchon et les Insoumis. Seulement les autres lui crachent à la gueule. Un peu vite là. Hein. Oh là. Bien. Bon, écoutez, on verra. Ça va pas durer longtemps, mais 2 secondes. Hein. non, ça va pas durer longtemps, ça c'est vrai. Non mais là, il fallait rétablir. Je suis écœuré. Si tu veux, là, on n'était plus dans la discussion. Il fallait rétablir la réalité. De la quantité, du coup. Non, on a quand même appris que Marine Le Pen était de gauche et moi d'extrême droite. C'est évident qu'elle est de gauche. Ça fait beaucoup dans la même intervention. Ça fait quand même beaucoup. Bien, merci messieurs, c'est maintenant l'heure aux apparences. De notre débat. C'est le drame de ta vie. Jingle. Il faut s'en aller, c'est bien sûr. Allez, dans la famille réforme, je voudrais la grand-mère, la réforme des institutions. Est-ce que c'est un mal français, comme le souligne l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, ou est-ce que c'est une nécessité absolue de moderniser un modèle devenu poussif et peu adapté à l'époque? Avant d'en parler avec Christian Jacob et Jean-Louis Bourlange, vous voyez cette question qui fâche d'Emmanuel Faure. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les députés... C'est la réforme polémique du moment. Emmanuel Macron veut changer les institutions de la Ve République. Et dès son élection, le président avait détaillé son projet devant les principaux concernés, réunis sous les dorures du château de Versailles. Je proposerai une réduction d'1 tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles. Que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnel. Que nous limiterons le cumul des mandats dans le temps pour les parlementaires. Mais toucher à la Constitution, c'est s'attaquer à un totem. Cette année, on va commémorer les 60 ans de la Constitution de la Ve République. On l'a déjà beaucoup modifiée. On l'a déjà trop modifiée. Donc, on s'applique le principe de Montesquieu dans les lettres persanes. On touche à tout ça d'une main tremblante. Et cette première question, Emmanuel Macron va-t-il vraiment dynamiter nos institutions ? Faire évoluer le Parlement et son fonctionnement, c'est un grand classique de la vie politique. Moderniser les institutions de la Ve République. Moderniser les institutions.
Dernière réforme en date en 2008, Édouard Balladur pilote une commission qui vise elle aussi à moderniser nos institutions. Plus moderne, ça veut dire quoi dans mon esprit? Une chose, plus responsable. 10 ans plus tard, c'est toujours cette même modernité qui est mise en avant. Notre Constitution a besoin d'être un peu modernisée. Moderniser, ça veut dire mieux faire la loi plus vite, plus efficacement. C'est pas affaiblir le Parlement, c'est se dire qu'il doit se projeter dans un rôle et dans un fonctionnement sans doute plus moderne. Les consultations avec les différents groupes parlementaires ont débuté il y a une semaine et l'opposition est déjà vent debout contre cette réforme. On est dans une volonté qui est une volonté d'écrasement du pouvoir législatif. Le projet d'Emmanuel Macron est de museler le Parlement. C'est très populaire. On se paye des parlementaires qui naturellement sont des chancres, des cancrelats, des gens parfaitement inutiles. Le cumul dans le temps. Oui, ça c'est un immense sujet. Immense. Vous savez que les Français... Vous savez que ça concerne 12 sénateurs sur 348. Et si on pense que c'est pour nourrir les populismes, alors je n'en serais pas. Populiste, l'idée de réduire le nombre de parlementaires, d'où cette deuxième question, la France en a-t-elle vraiment trop? En comparaison avec ses voisins, difficile de l'affirmer, avec 925 parlementaires, elle en compte un pour 72 000 habitants. C'est moins qu'en Grande-Bretagne, avec 1455 parlementaires, soit 1 pour 45 000, mais plus qu'en Allemagne, avec 667 représentants et 1 pour 123 000 habitants. Emmanuel Macron a prévenu qu'en cas de besoin, il n'hésiterait pas à consulter directement le peuple via un référendum. Alors, nouveau souffle démocratique ou tentative de faire main basse sur le Parlement? Alors, comme toujours, c'est vous qui en déciderez. Comme toujours. Allez, voici Christian Jacob et Jean-Louis Bourlange. Bonsoir messieurs, c'est par ici. Bonsoir monsieur, bonsoir monsieur Bourlange. On vous a mis David Bowie, on a trouvé que ça vous allait bien. Je vais bien. Pourquoi pas? Bon, change les institutions. Bonsoir Christian Jacob, vous êtes président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Bonsoir Jean-Louis Bourlange, vous êtes député modem et spécialiste de la question, puisqu'il y a 10 ans, vous étiez membre de la commission Balladur. Oui. Avant la réforme de 2008. Alors, très bon souvenir d'ailleurs. On n'ira pas par 4 chemins. Pour ou contre? Voilà. Pour ou contre la nouvelle réforme alors. Ah oui. Oui, moi j'attends de voir de quoi on parle concrètement. On va être reçu. Non, mais on va être reçu par le Premier ministre. Donc, s'il nous reçoit, je pense qu'il a des choses à nous dire. Mais vous avez la raquette quand même. Je crois que vous avez compris la méthode Macron. Non, mais c'est émouvant votre naïveté. Parce que la méthode Macron, c'est qu'il va vous annoncer ce qui va se passer. Vous le savez déjà avant. Mais il y a un mal nécessaire qui s'appelle le Parlement. Bon, des fois, il faut faire avec. Il y en a trop, les parfois le peuple aussi, bon, toutes ces choses, très éloignées du président de la République, mais il doit faire avec. Vous trouvez qu'il y a trop de parlementaires en France, vous? C'est un sujet sur lequel on a assez ouvert. On peut effectivement diminuer le nombre de parlementaires. Non, je pense en tout cas pas dans ces proportions-là. Mais ce qu'il faut veiller, c'est à ce que tous les territoires de la République puissent toujours être représentés à l'Assemblée et qu'on n'ait pas effectivement des pans entiers de la République qui ne puissent plus siéger. Donc ça, c'est là qu'il faudra voir la proposition qui sera faite. Non, le sujet essentiel, c'est celui de la proportionnelle. Moi, je suis très opposé à la proportionnelle. La proportionnelle, on voit où ça a conduit en Allemagne. 6 mois sans gouvernement. J'ai envie de dire, heureusement que c'était les Allemands pour y résister. La même situation en France, je ne sais pas où on en serait. Ce qui se passe en Italie en ce moment... c'est très compliqué, c'est proportionnel, mais c'est un scrutin uninominal à un tour. C'est facteur d'instabilité. Et moi, je considère qu'un gouvernement, quel qu'il soit, pour gouverner, a besoin d'une majorité qui soit stable. Or, une majorité stable, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours, tel que... Vous êtes gaulliste 100%. Voilà. On est attaché au scrutin majoritaire. Moi, je vais répondre à votre question, me paraît au cœur du débat. Vous me dites, est-ce que vous êtes pour ou contre? Eh bien, justement, la politique commence quand on n'est ni totalement pour, ni totalement contre. Mais en même temps... Et c'est pour ça qu'on a inventé les parlements. On a inventé les parlements parce que les problèmes à régler ne sont pas des problèmes binaires. Vous n'avez pas d'un côté une solution et puis une autre. Si vous voulez diviser le pays, vous faites comme ça. Mais si vous voulez réfléchir, écoutez, on a inventé... Victor Cousin, on a inventé Hegel, on a inventé la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et en général, on considère que la synthèse, c'est plutôt mieux. Donc il faut
réhabiliter, ça n'est pas du tout contre personne ce que je dis, mais il faut réhabiliter la démocratie représentative. C'est la grande mal-aimée. Réhabiliter la démocratie représentative. C'est la vous êtes député En Marche. Comment? Moi, je suis député Modem d'abord. Ah, Modem. Je tiens à vous le dire. Ah, c'est mieux. C'est plus cohérent par hasard. C'est plus cohérent. Ce n'est pas totalement par hasard. Donc, je crois effectivement que on a besoin de rétablir un pouvoir parlementaire fort. Et c'est pour ça que je suis sur une ligne assez sensiblement différente de celle de mon collègue et mon éminent collègue, puisqu'il est président de groupe. Et comment Christian Jacob, sur la proportionnelle. On a même siégé dans le même groupe. Je comprends très bien l'argument selon lequel il faut qu'il y ait une majorité. Mais je crois qu'actuellement, on voit bien que dans les systèmes que nous avons, et d'ailleurs ça m'étonne qu'ils ne reconnaissent pas, puisque les LR passent leur existence, leur vie au Parlement, et ils ont raison, à dire, écoutez, vous ne représentez qu'une partie de la France, même si vous représentez une énorme force au sein du Parlement. Je pense que le mode de scrutin actuel exagère les effets d'amplification. Il les exagère à deux niveaux. Ça a été le cas, par exemple, en 93. En 93, la majorité de l'époque, avec Balladur, Chirac et les centristes, etc., on était tous ensemble. On a gagné, et les socialistes n'avaient même pas, à eux seuls, les 60 sièges leur permettant de saisir le Conseil constitutionnel. Donc c'était vraiment un déséquilibre tout à fait abusif. Il faut corriger cela, et c'est ça le but. C'est pas simplement d'instiller une dose. Et la deuxième chose qu'il faut faire, alors là je parle vraiment comme représentant du second groupe de la majorité parlementaire, c'est veiller que l'effet d'amplification majoritaire ne déséquilibre pas les relations internes à une majorité. Il n'y a aucune raison que le premier parti de la majorité puisse écraser le second. On est dans un pacte, on devrait avoir à ce niveau-là une représentation proportionnelle. Alors techniquement, il y a des tas de possibilités que je vais vous épargner. Oui, épargnez-nous. Mais je ne crois pas, hélas, que ce soit ça. Très bonne attitude. Très bonne attitude, vous allez d'autant plus nous épargner que moi j'aime bien vous écouter. Parce que là, vous êtes vraiment l'incarnation du cocu du macronisme. C'est-à-dire que vous avez fait une magnifique campagne. Je sais pas pourquoi vous avez bien écouté les cocus. Mais oui, j'aime bien écouter les cocus, ça m'amuse toujours. Moi, je suis un enfant, ça vous entraîne. Je suis quelqu'un de simple, moi. Bon, donc. Ah mais je sais pas. Bravo pour la réplique. Absolument. Oui, il a toujours des très bonnes répliques. Alors c'est très simple. Pourquoi c'est le cocu du macronisme? Il a fait campagne pour Macron, même s'il est au Modem aujourd'hui. Et qu'est-ce que fait co-Modem? Je suis au Modem. Qu'est-ce que j'ai dit? Co-Modem. Mais non, même s'il est au Modem aujourd'hui. Je ne pourrais avancer un petit peu. Merci. Heureusement qu'il y a Nolo pour me défendre. Oui. Donc, parce qu'il est embêté, il sait ce que je vais dire. Donc, aujourd'hui, Macron fait exactement le contraire de ce qu'il a voulu. C'est-à-dire que le Modem, Bourlanges et Bayrou voulaient la proportionnelle. Oui ou non? On est d'accord? Oui. Donc ça, Macron va faire la proportionnelle. Tout est dans les détails. Non, mais bien sûr, j'ai bien compris. Bon. Il voulait aussi, comme il l'a dit, j'ai pas la même idée de la proportionnelle que Bayrou. Je comprends. Donc je suis très à l'aise. La réhabilitation du Parlement, et là, c'est là que, évidemment, ça commence à être compliqué, c'est qu'en fait, Macron, il est beaucoup plus gaullien, si j'ose dire, que macroniste, que bayrouiste ou que bourlangiste. C'est-à-dire que lui, il veut déjà que le Parlement, depuis la Constitution de 58, puis le travail de l'Europe qui réduit encore plus sa possibilité d'action. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il va achever complètement le Parlement. Le Parlement, déjà, ne sert à rien, mais là, il servira complètement à rien. Et c'est le contraire de tout ce que voulait Bourlanges. Et moi, j'étais gaulliste de gauche, pour que j'ai des tas de fidélité à De Gaulle. Et De Gaulle, je vous le signale, était pour la proportionnelle. On ne va pas partir sur De Gaulle. Non, on va pas partir sur De Gaulle. Non, 58, c'est quand même la réduction du pouvoir du Parlement par rapport à la 4ème République. Vous n'allez pas dire le contraire quand même. D'une phrase, un petit mot à Zemmour, Jean-Louis Bourlanges, si vous avez quelque chose à lui dire. Non, mais moi, c'est un très grand chantier qu'il ouvre. Je dis simplement que sur la réforme de 58, De Gaulle a eu raison sur un point central, qui était qu'il fallait rééquilibrer les pouvoirs au profit du gouvernement. Ah oui, au profit du gouvernement. Je finis pour que ce soit clair, ça va être bref, mais c'est pour que ce soit clair. Non, ce sera pas bref. Ce sera très clair, mais ce sera pas bref. Si vous m'interrompez. Bon, donc De Gaulle dit, et il a tout à fait raison, le rapport entre le Parlement et le gouvernement est déséquilibré. Le Parlement peut tuer tous les gouvernements, le gouvernement ne peut rien faire face au Parlement. La réponse à ça, c'est droit de dissolution.
C'est essentiellement droit de dissolution. Il n'est pas pour le scrutin majoritaire à l'époque, mais ça c'est Guy Mollet qui le lui vend. Bon, mais et deuxièmement, et c'est là où il y a à mon avis un problème depuis toujours dans la Ve République, c'est qu'il fait une seconde analyse, il dit il faut que on est un pays divisé, il faut que celui qui a la plus grosse minorité, pas une majorité, détiennent l'essentiel du pouvoir. Et là, on voit bien que le polygone de sustentation du pouvoir de réforme est trop étroit. C'est un phénomène Zemmour et M. Bourlanges. Le Parlement n'est plus représentatif. Vous irez ensuite élargir au café. Là, on va reprendre avec Nolo et M. Jacob. Sur une habileté rhétorique de M. Jacob qui noie un peu le poisson en insistant sur la proportionnelle. Moi, à titre personnel, je trouve que l'Assemblée nationale devant représenter l'ensemble des Français, il me semble qu'une dose de proportionnelle contribuerait à cet idéal. Voilà, cet idéal. Ensuite, vous vous exprimez pas trop sur le reste. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à quoi? À du corporatisme, en fait, à du corporatisme parlementaire. Quand les employés de la SNCF s'accrochent à un statut, on leur dit, vraiment, vous voulez pas évoluer, c'est corporatiste. Quand ce sont des parlementaires, on habille ça avec des grands mots. Mais vous ne voulez pas que ça change. Vous êtes comme tous les Français. De ce point de vue-là, vous êtes très représentatif. Vous êtes pour la réforme, sauf si elle s'applique à vous. Il me semble que c'est pas une réforme quand même extrémiste. C'est plutôt des mesures de bon sens, même si elles peuvent être, corrigées dans le détail. Mais moi, je crois que vous représentez ce mal français, ce corporatisme à tous les étages. Alors, deux points là-dessus. Tout d'abord, sur le premier, sur la proportionnelle. C'est un choix politique extrêmement important. La clé de voûte de nos institutions, c'est le suffrage universel. Majoritaire. Majoritaire. Non, parce qu'après, on met le verre dans le fruit. Les choses sont simples. Donc, Macron fait un choix qui peut s'entendre, mais qui est le choix d'un régime des partis plutôt que de la représentation des territoires. Moi, je suis attaché à un ancrage territorial, ce qui me permet d'avoir une certaine liberté au nom des électeurs que je représente sur mon territoire. C'est pour ça que j'étais attaché à la possibilité de cumul des mandats, limité à 2, avec un mandat exécutif local et un mandat national, qui permet d'avoir une certaine liberté vis-à-vis de son parti majoritaire. Autrement, avec la proportionnelle, vous êtes complètement ficelé par votre parti. Parce que le président du parti, soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, vous lui devez tout, puisque vous êtes élu en fonction du niveau de placement où vous êtes. C'est-à-dire sur la liste, si vous êtes en 1, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes élu. Oui. Si vous êtes en fin de liste, vous ne l'êtes jamais. Ça se passe vraiment différemment dans... Non, c'est totalement différent. Parce que la légitimité, vous allez la chercher auprès de vos électeurs, qui jugent si vous les représentez bien ou pas. Sinon, c'est le parti. Donc, Macron fait le choix des partis politiques. Il est 10 fois plus politicien qu'il ne veut l'afficher. Il a peur des territoires, mais les partis, ça lui convient bien pour faire des majorités de circonstances. Et sur le deuxième point, là, on a une vraie différence. Sur le deuxième point, on est favorable à un certain nombre d'évolutions et on n'a pas été les derniers à en faire. Qui a fait la seule réforme constitutionnelle qui a renforcé de manière significative les pouvoirs du Parlement? C'est Nicolas Sarkozy et les pouvoirs de l'opposition. Oui, on était d'accord. J'étais dans la commission Balladur qui a proposé toutes les propositions. C'est bien Sarkozy qui l'a fait. Or, aujourd'hui, aujourd'hui, Macron veut complètement recentraliser les pouvoirs et considérer le Parlement comme une serpillière et s'essuyer les pieds dessus. Vous répondez pas sur le corporatisme. Quand vous entendez Gérard Larcher dire non à tout, en disant non. Mais on dit pas non à tout, mais on n'est pas obligé, vous en déplaise, on n'est pas obligé d'être d'accord avec M. Macron. Je suis d'accord. On peut avoir des points de différence, et notamment sur ceux qui sont proposés aujourd'hui. Limiter le droit d'amendement, mais au nom de quoi? Alors, un député pourrait déposer un nombre d'amendements en fonction du groupe dans lequel il est. S'il siège dans le groupe de M. Bourlanges, il aura le droit de déposer peu d'amendements. S'il est en marche, il aura le droit d'en déposer beaucoup. Cette initiative. Qui est une idiotie. Et donc, on a le droit d'être contre les idioties. C'est le droit du parlementaire que d'être. Il a le droit d'être contre. Mais la limitation des mandats dans le temps. Non, mais là aussi, moi, je suis opposé à la limitation des mandats dans le temps. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que ce sont les électeurs qui vous choisissent. Et à un moment, foutons la paix aux Français. Laissez-les choisir. Mais écoutez, 3 mandats, ça fait 27 ans au Sénat. Non, j'en ai tout. Il a dit qu'il voulait des professionnels de la politique et pas des politiques professionnels. Ça, c'était il y a 20 ans. Il n'y en a pas qui restent 20 ans au Sénat, 25 ans au Sénat. Très bien, mais ça veut dire qu'ils ont la confiance de leurs électeurs. Ça fait un paquet.
il y a combien de temps que vous faites de la radio et de la télé? Oui, hein? 10 ans, ça suffit. Bah oui. 10 ans, hein, ça commence à... Ça, vous avez resté sa tranche. Ça, vous avez resté sa tranche. On a le temps de se revoir. Moi, je considère que je ne vais pas aller m'excuser parce que mes électeurs, à 6 reprises, m'ont fait confiance. Non, mais sincèrement, c'est peut-être parce que j'ai bien fait mon travail, accessoirement. Mais sincèrement, je suis d'accord avec lui. Accessoirement. Vraiment, je suis d'accord avec lui sur le non-cumul. Le cumul des mandats, c'était très bien. Et ça permettait d'avoir un ancrage territorial. Mais bien sûr, il ne faut pas dire pour autant de le canuler, mais bon, d'accord. Député plus maire. Voilà. Et deux, dans le temps, je suis tout à fait d'accord, les électeurs ont le droit. Alors, je mettrai une nuance, monsieur Jacob, quand vous dites la proportionnelle, c'est les partis, et le scrutin majoritaire, c'est les territoires. Je mettrai une nuance. C'est que depuis 20 ans, et en particulier depuis le quinquennat, on voit bien que les électeurs ne votent pas pour un ancrage territorial, mais pour une majorité qui soutienne le président de la République. La preuve, ça limite, En Marche. Reconnaissez que ça limite votre raisonnement. Ça, c'est le quinquennat. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Alors, regardez, aucun ancrage territorial chez les députés d'En Marche. C'est ce que j'allais dire. Donc, pour moi, cette réforme passe à côté du sujet central, mais je comprends bien que personne n'osera l'affecter, qui est que l'erreur majeure, c'est le quinquennat. Le quinquennat a tué le Premier ministre, le quinquennat a accéléré le temps et mettant la main du politique dans l'engrenage médiatique. Le quinquennat est une catastrophe. Pour moi, vraiment, d'ailleurs, j'avais voté contre, donc... ça ne nous surprend pas, mais enfin, le quinquennat, oui, c'est la pire des choses, à l'exception du septennat. Non. Non, pourquoi septennat, c'est très bien. C'est beaucoup trop long. Mais pourquoi c'est beaucoup trop long? Monsieur Bourlange a décidé que c'était beaucoup trop long. Comment? Monsieur Bourlange a décidé que c'était beaucoup trop long. Monsieur Zemmour a décidé que c'était beaucoup trop court. Une démocratie occidentale où les mandats soient de plus de 4 ou 5 ans. Qu'est-ce que je m'en fous? Bah, vous en foutez. Mais c'est quand même c'est quand même un élément d'appréciation. Je sais que Michel Debré avait fait une analyse avec Emmanuel Monique en 1948. Il avait publié un livre et ils étaient pour le mandat à 12 ans. Et vous savez pourquoi ils étaient pour le mandat à 12 ans? Parce qu'ils avaient calculé que c'était la durée moyenne de vie au pouvoir depuis Bonaparte. Darwin de France. Parce que moi j'allais vous dire Bonaparte, Bonaparte c'est 15 ans. Des Capétiens, des Valois, des Bourbons. Mais Bonaparte c'est 15 ans. Divisé par le nombre, 12 ans. Moi j'avais fait le même calcul, Louis-Philippe c'est 18 ans et Napoléon c'est 18 ans. C'est vrai que pour gouverner, il faut du temps, non? Vous savez bien que les présidents américains c'est trop court, ils sont tout le temps en campagne. On a évoqué beaucoup de choses. Oui. Non, je crois que 5 ans c'est très bien. Le problème c'est pas ça. Bourlange a décidé que c'est très bien. Mais non, c'est pas moi qui ai décidé. Moi je vous dis c'est pas bien. C'est le pouvoir constituant. C'est le pouvoir constituant. Moi ce que j'ai fait, en revanche, ce que j'ai fait quand j'étais à la commission Balladur, et je suis très heureux que Christian Jacob rappelle que c'est une réforme importante de Nicolas Sarkozy. Balladur nous avait réunis, c'était un comité extraordinaire, dominé par des figures très intéressantes comme celle du regretté Guy Carcassonne, il y avait Jacques Lang, il y avait Mazot, il y avait Olivier Duhamel, il y avait un tas de gens. C'était vraiment, il y avait une atmosphère de ferveur, de réflexion et de sérieux sur ce qu'on pouvait faire. Et quelle était l'idée? L'idée, c'était de renforcer le pouvoir parlementaire. Ça a été fait. L'idée, ça a été d'introduire la question, la QPC, etc. Ça a été, oui, mais c'est bon. Mais sur le pouvoir et des commissions, on a réfléchi. Et en revanche, on n'a pas voté. Alors qu'au début, tout le monde croyait que tout le monde était pour. On n'a pas voté pour la limitation du mandat du nombre de mandats présidentiels à 2. Alors que Sarkozy y était attaché, et Sarkozy l'a fait passer. Et je me rappelle, je suis d'accord avec Christian Jacob sur le non-cumul. D'ailleurs, le mot cumul dans le temps est idiot. C'est pas un cumul, c'est l'interruption, c'est la limitation du droit du suffrage universel à soutenir un candidat de son choix, alors que ce candidat n'a rien démérité. Ah oui. Bon, eh bien, je me rappelle le plaidoyer de Carcassonne. Carcassonne est mort depuis tragiquement à Saint-Pétersbourg, et il a eu une crise cardiaque, etc. C'était un juriste flamboyant. Il avait fait un plaidoyer qui avait emporté l'avis du comité en disant « Les citoyens sont des adultes consentants, au nom de quoi pouvez-vous leur interdire de voter pour le candidat de leur choix ?» Alors, s'il n'est pas élu, ça n'a aucune importance, c'est pas la peine d'interdire. Et s'il est élu, pourquoi refuserait-on aux citoyens
de voter pour le candidat de leur choix, alors qu'il n'a en rien démérité. Pour une fois, je suis d'accord avec Bourlange, il faut quand même je l'ai dit pendant la campagne législative. J'ai dit que j'étais en désaccord avec Emmanuel Macron. Que de faire parler les morts, je préfère poser des questions aux vivants, et je voudrais demander à M. Jacob en conclusion, s'il pense que le travail parlementaire fonctionne de manière satisfaisante, optimale, et qu'il ne faille rien. Tout le monde répond non. Puisque apparemment il faut toucher vraiment juste à la marge. Moi, j'ai pas l'impression que ça fonctionne de manière optimale. Ça pourrait aller. D'abord, la première responsabilité, on revient à l'exécutif qui est maître de l'ordre du jour. Donc, on vient de passer. Non, mais la question est globale. Non, mais bien sûr. Mais on vient de passer, par exemple, 3 mois à pas faire grand-chose au Parlement. Il n'y a pas eu de texte majeur depuis le début de l'année. Et ensuite, pour donner le sentiment qu'on travaille, on va nous faire une session extraordinaire jusqu'au mois d'août pour dire, vous voyez, le Parlement travaille. Tout ça est ridicule. On travaille la nuit, on ne travaille pas le jour. Voilà. Il y a là-dessus des réformes du règlement qu'on est tout à fait prêt à faire. Et encore une fois, on a été à l'origine, c'est bien la droite qui a porté cette réforme de la Constitution de 2008, qui a renforcé les pouvoirs de l'opposition, qui a renforcé les pouvoirs du Parlement. Donc réformer, on sait le faire. Mais là, on est dans un mépris total du Parlement. C'est-à-dire, le président de la République, l'exécutif veut s'essuyer les pieds sur le Parlement. Comment vous le ressentez quotidiennement? Je n'arrive pas à comprendre ça. Eh bien, limiter le droit d'amendement, éviter les métaphores. Le droit de Parlement. Le droit d'amendement. C'est aussi du blocage, les amendements. Il y a des enfin, c'est du blocage, oui. Non, mais s'il n'y a pas de Parlement, la limitation du droit d'amendement, c'est pas acceptable. Ça ne passera pas. Limiter le temps du débat budgétaire. Passer de 70 à 50 jours. Limiter la navette parlementaire lorsqu'il y a des points de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée. Mais avant cette réforme... Monsieur Jacob, pardonnez-moi, je vais vous vexer, mais tout le monde sait que le Parlement est à la marge et que sur 100%, il influe sur 10% des textes de loi. Entre le gouvernement, la technocratie et les ordonnances, les textes de Bruxelles, les directives européennes, vous savez très bien que vous n'avez aucun droit. Il a dit qu'à 10% vous êtes optimiste. Il a dit à 10% vous êtes optimiste. Mais parce que j'étais parlementaire. Mais pourquoi en faire davantage ? Pourquoi continuer dans ce sens-là? On peut renforcer les pouvoirs du Parlement, le pouvoir d'initiative du Parlement, les pouvoirs de contrôle. Vous avez vu l'INEPSI que nous propose. Il y a deux choses différentes. Non, il n'y a pas deux choses. Non, il n'y a pas deux choses. Pour finir sur le contrôle. Le contrôle, on nous dit doctement, eh bien, l'exécutif va mettre à disposition des hauts fonctionnaires pour vous aider à assurer le contrôle. Bah, bravo, je veux dire, c'est l'exécutif qui va piloter son propre contrôle. Exactement. Donc c'est n'importe quoi. Donc on est prêt, effectivement, à avancer sur le renforcement du contrôle, sur un certain nombre de choses, mais on n'est pas prêt à faire en sorte... Et considérer le Parlement, encore une fois, comme une serpillière, et je le dis à dessein. Vous savez, c'est un ancien syndicaliste qui vous le dit, les représentants, les corps intermédiaires sont de plus en plus affaiblis, le syndicalisme est de plus en plus faible en France, et aujourd'hui, le seul tampon qui reste, c'est le Parlement. Et à force d'écraser le Parlement, comme le gouvernement veut le faire aujourd'hui, eh bien, il n'y aura plus de filtre, il n'y aura plus rien, on sera en ligne directe, et la proposition de réforme de la Constitution est dangereuse. Bon. Ah non, moi non. Oh, il y avait un point. Non, parce qu'on va faire rentrer Alba. Et puis Alba Ventura. Et puis je voudrais simplement dire très rapidement qu'il y a deux choses totalement différentes. Il y a deux choses totalement différentes. Il y a la limitation des pouvoirs du Parlement, notamment du droit d'amendement. Ça n'est pas acceptable. Et il y a l'idée de poursuivre sur la voie de la réforme de 2008, c'est-à-dire de dire que une grande partie du travail qui est fait en plénière l'est fait dans de très mauvaises conditions et que l'avenir du Parlement, c'est le rétablissement d'un pouvoir plus important dans les commissions parlementaires. C'est d'ailleurs où les groupes disent le moins de bêtises. Moi, en plénière, on est toujours à vociférer les uns contre les autres. Enfin, c'est lui qui vocifère. Je grogne. On vous a vu vociférer. Mais en commission des finances, on s'entend très bien. On est en désaccord sur les points politiques, mais ça passe le discours. Parce qu'il n'y a pas de caméra. Mais s'il y a des caméras, mais c'est pas diffusé en live. Elles sont regardées par des gens qui s'intéressent au fond des choses. C'est tout. Ça se passe de façon intelligente. Les échanges d'arguments sont bons. On a le temps. On a la nuance. Mais vous savez bien que c'est les deux. Le travail et le théâtre. L'équilibre. Oui, mais il faut le théâtre. Mais l'équilibre actuel est très très mauvais. Et effectivement, les travaux de la plénière sont encombrés par des tas de choses qui ne devraient pas y être. Ce qui ne veut pas dire qu'on doive limiter le droit d'amendement, et encore moins en fonction de la taille des groupes.
Alors, quand on parle de temps et de nuances sur ce plateau, surgit Alba Ventura. Alors, bonsoir Alba. Nous n'allons pas faire de réforme du conducteur de l'émission. Quand vous arrivez, c'est la pub. Et après, débat avec l'un des plus grands écrivains français vivants et une journaliste qui n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs d'ailleurs, puisqu'elle revient d'un grand tour dans la Russie de Poutine. À tout de suite. Sur le plateau de Zemmour et Nolo, je rappelle, messieurs, à vos amis et à tous vos ennemis qui peuvent réagir sur les réseaux sociaux. Oui, vous en avez quelques-uns. Et vous, à tous vos admirateurs, Alba, qui peuvent réagir sur les réseaux sociaux. Et il y en a un paquet, j'aime mieux vous dire. J'ai cru. Non, un paquet. Avec le mot dièse ZTT. Allez, c'est à vous, Alba. On va peut-être commencer par parler de Paris. Alors, et quand je dis toujours c'est à vous, c'est à moi. C'est-à-dire qu'on va parler de Paris, effectivement. Si vous le voulez. C'est l'art de la relance. On va parler de Paris, de sa circulation, de ses voies sur berge et de sa pollution, comme on en avait parlé avec Bruno Julliard la semaine dernière et Zemmour. Voilà, parce que vous connaissez un peu l'histoire. Donc, le tribunal administratif de Paris avait annulé le 20 février dernier la fermeture des voies sur berge, la grande décision phare emblématique d'Anne Hidalgo. Le tribunal avait estimé que l'étude qui a été faite pour le projet a tout bonnement été bâclée. Les juges ont parlé d'omission, d'inexactitude, d'insuffisance. Alors ça a été forcément un sacré revers pour la maire de Paris qui avait immédiatement répliqué en prenant un nouvel arrêté de piétonisation. Sur ce, Valérie Pécresse, l'autre acteur du dossier, la présidente de la région Île-de-France, avait tendu la main à Anne Hidalgo sur le mode, mais essayons un peu d'être intelligents tous et de trouver des alternatives. Plus de transport, des places de parking, des voies ouvertes par exemple seulement en semaine, pas le week-end ni pendant les vacances scolaires. Bref, trouvons des solutions. Et Valérie Pécresse a aussi dans le même temps envoyé une petite lettre à Nicolas Hulot en lui disant « Et si l'État prenait un peu sa part dans ce dossier ?» Eh bien mardi, sur France Inter, voilà ce que Nicolas Hulot a proposé. Moi, je souhaiterais que Anne Hidalgo et Valérie Pécresse et les présidents des départements qui sont autour de Paris Intramuros, peut-être viennent à mon ministère et puis qu'on regarde ensemble comment on peut faire en sorte que cette décision soit moins brutale pour les automobilistes. Il faudrait simplement que ces deux femmes, auxquelles j'accorde très sincèrement une véritable sincérité sur leur volonté de traiter le sujet sur l'environnement, à un moment ou à un autre peut-être se mettre autour de la même table et mon ministère y est favorable. Ça, c'est... quand même. Moi, quand on parle de sincérité en politique, ça m'affole. Deux fois dans la même phrase. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. De moins en moins virulent, notre ami Hulot. Mais alors, je vous le donne en mille. C'est une grande déclaration politique. On fournit la table. Je vous le donne en mille. Valérie Pécresse a répondu oui immédiatement. Et on attend toujours la réponse. Non, officiellement, elle a rien dit. Enfin, dans son entourage, on a fait savoir qu'elle avait d'autres préoccupations. Peut-être qu'elle doit s'occuper de la société qui met des PV et qui laisse croire. Anne Hidalgo qui se sent en position de force sur ce dossier parce que la pollution ça tue, mais c'est vrai qu'on a attendu, on l'a attendu pour le savoir. Non, encore une fois, la fin de la voiture. Moi, légèrement monté, Alban. Oui, non, mais moi, la fin de la voiture à Paris, je dis oui et je dis 3 fois oui, mais on ne décrète pas ça tout seul dans son coin. Paris n'est pas une île déserte. Faire de la politique, c'est quand même voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Anne Hidalgo, elle se sent forte là parce qu'elle vient d'avoir 1000 personnes qui ont manifesté pour la piétonisation le week-end dernier. Enfin, 1000 personnes. Elle se sent forte parce qu'il y a eu un sondage Ipsos qui dit que 55% des Parisiens sont favorables au maintien de la fermeture des voies sur berge. 55% des Parisiens, mais moi je croyais qu'il y aurait 80% des Parisiens. Oh là là, oui, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, on est en France, donc toujours 55. Vous avez compris ou pas? Oui. Et puis il y a un Parisien sur deux qui n'a pas de voiture, et dans ce Parisien sur deux qui a une voiture, il y en a un sur deux qui ne prend jamais sa voiture. Et il y a 10 millions de Franciliens et 2 millions de Parisiens. Voilà, exactement. C'est quand même ça. Voilà, et il y avait 1000 personnes pour manifester. Voilà. Ben voilà. Et on change de sujet. On change de sujet. Voilà. On change de sujet. Ça, les données, c'est ça. On va reparler de Laurent Wauquiez, la star de l'école de Lyon. Maintenant, tout le monde va aller à ses cours. Donc tout le monde. C'est une grosse succès. Laurent Wauquiez risque de C'est la direction qui a fait fuiter le truc. On comprend. Et c'est ça, on comprend sa colère. C'était le teasing. Laurent Wauquiez risque de s'enfermer dans sa caricature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est signé Jean-Pierre Raffarin. Et les propos polémiques du patron des Républicains à l'EM Lyon, ça va le poursuivre longtemps, je crois, c'est confidentiel. Moi, je crois que là, c'est Raffarin qui va le poursuivre longtemps. Alors, écoute bien, Éric Zemmour. Chaque homme politique, dit Jean-Pierre Raffarin, est accompagné de son double caricatural.
Chaque journaliste aussi, sans doute. Sauf Zemmour. Il est lui-même son double caricatural. Il dit encore, Jean-Pierre Raffarin, on peut s'enfermer dans son image comme dans une cage. Moi, j'adore les raffarinades. Oui, en tout cas, pour Jean-Pierre Raffarin, mais il n'est pas le seul à le penser, Laurent Wauquiez est victime de la radicalisation de son électorat. Il poursuit un électorat vous allez nous l'énerver. Droitise de plus en plus. Oh, Zemmour, laisse-moi finir. Il poursuit un électorat qui se droitise de plus en plus, car il a la conviction que l'échec de Macron entraînera la victoire du leader de l'appareil de droite, donc de Wauquiez. Vous avez compris, je te Oui, c'est pas de la grande stratégie non plus. C'est à notre niveau encore. C'est au niveau de Raffarin, si tu veux. Hein. Le niveau de Raffarin, ça n'a jamais monté très haut. Hein. Mais il n'y a pas que l'électorat qui se droitise. Qu'est-ce que tu as contre Raffarin? Il y a aussi les élus qui se droitisent. Je ne sais pas si je vais... Allez-y. Vous avez vu que ce week-end, il y avait quand même un élu, Thierry Mariani, qui avait franchi le pas et qui dit qu'il faut un rapprochement avec le Front National. Et on a vu aussi cette semaine Jean-Frédéric Poisson, qui a dit la même chose. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Et c'est là, ma chère Anaïs, que je vous passe la parole. Question climax de l'émission Les Heures inquiets d'Éric Nolot. C'est Alba n'a pas tort. La question à l'invité. Et la question à l'invité, elle est pour Christian Jacob, en fait. Diriez-vous? Ah bah, et pour Jean-Louis Bourlange aussi. Et pour Jean-Louis Bourlange, oui. Mais Jean-Louis Bourlange, mais d'abord Christian Jacob. Jean-Louis Bourlange, je connais sa réponse. Est-ce que Thierry Mariani a franchi la ligne rouge et est-ce qu'il faut l'exclure? D'abord, il n'est plus élu. Ce n'est pas un élu, Thierry Mariani. Ah oui, mais non, mais il n'a aucun mandat. Mais c'est peut-être pour ça qu'il a parlé. Non, mais sur ce qu'il a dit. Peu importe, tout ça n'a aucune espèce d'importance. Il n'y aura jamais, en aucun cas, d'accord avec le Front National. Pas plus qu'il y en a eu hier, il n'y en aura ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Les choses sont claires, sans ambiguïté. Et donc vous pensez et peu importe. Et donc vous pensez qu'on peut gagner avec 20% des voix à la présidentielle, vous tout seul? Non, je pense qu'on gagne avec 50% plus une voix. Ah, mais 50%, en tout cas, pas 20%. 50% plus et une vous voix. Vous croyez que Wauquiez fera 50% au premier tour? Mais comme une part des je ne crois absolument pas aux accords d'appareil. Je ne crois pas ça. On s'adresse aux Français. Et c'est les Français qui vous élisent. C'est pas des petits accords de boutiquiers sur des coins de table. C'est le pipeau habituel, ça. Non, mais la réalité, c'est celle d'avoir la capacité de convaincre 50% plus une voix. C'est pour ça que je suis opposé. C'est pour ça que je suis opposé. Mais vous avez un problème d'incohérence. Vous avez un problème avec la proportionnelle. Je croyais qu'on était d'accord là-dessus. Non, le reste. Oui, mais c'est l'accord des partis. Moi, je ne crois pas à l'accord des partis. Je crois à l'élection, suffrage universel direct, majoritaire, à 2 tours. C'est-à-dire qu'on rassemble au premier tour, on choisit celui avec qui on se sent le plus proche, et au deuxième tour, eh bien, c'est à lui d'avoir la capacité de rassembler. Et quand on me dit, mais regardez, il y a 20% des gens qui votent pour le Front National, ils ont peu de représentants à l'Assemblée, c'est pas mon problème, c'est le leur. S'ils n'ont pas la capacité, à un moment, de rassembler 50%, c'est aussi le vôtre, parce que si vous vous alliez avec eux, Zemmour, là, on est dans la chronique mais aucunement. Mais c'est la question. Mais non, j'ai un super bonus pour... Il y a un sujet de principe, aucun accord, en aucun cas avec le Front National. Voilà, c'est clair. Si je peux me permettre, je trouve ça absolument normal ce que dit Christian Jacob, puisqu'à partir du moment où on est concurrent sur le même électorat, il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'accord d'appareil. C'est la question de savoir qui va gagner. C'est pas le même électorat. Il y a 4 personnes qui concourent de façon très inégale dans cette affaire. Il y a Florent Philippot, c'est fini, il est out. Absolument. Il y a Marine Le Pen, elle est en mauvaise posture. Il y a Marion Maréchal Le Pen qui peut faire à un moment une sortie, et il y a Laurent Wauquiez. Et il y en aura un qui va gagner. Je crois d'ailleurs que celui qui est le mieux placé, compte tenu de tout, pour gagner sur cet électorat, c'est Laurent Wauquiez. Mais c'est pas le même électorat. Mais si, c'est assez largement le même électorat. L'électorat de Wauquiez, heureusement pour lui, est plus large. Je vais terminer par un petit bonus qui va faire plaisir à Cet électorat populaire revient. Non, mais Christian Jacob en a dit. C'est pas vrai. C'est terminé. Dans une concentration. Un peu de respect. Le bonus, on le doit... Merci, Éric Nolot. On le doit aux élèves du lycée Carnot de Dijon qui ont accueilli la semaine dernière Brigitte Macron et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Alors, au cours de la visite, certains de ces élèves qui voulaient sans doute faire les petits malins, c'est de leur âge, ont crié « Brigitte, épouse-moi » Et on a cherché les coupables. On a cherché les coupables, mais ils ne se sont pas dénoncés, les crétins. Excellent. Et conclusion, 2 heures de colle pour toute la classe et conseil de discipline. Et j'ajoute... Oui, toute la classe. C'est la loi anti-casseur. Et j'ajoute, pour ces petits crétins, vous me copierez 100 fois, je dois le respect à la première dame.
Oh, ils sont pas crétins, ils sont drôles. Non, ils sont de l'humour. Ils sont de l'humour, merci. Allez, vous êtes des hommes. Ils veulent l'épouser. Merci Alba, on se retrouve la semaine prochaine. C'est pas un concept juridique fondé, donc on leur apprend des choses. D'abord, ça veut dire qu'ils sont pour le mariage. Mais messieurs, vous êtes très ensemble là. Le mariage entre un homme et une femme, ce qui est encore mieux. Merci Alba, on se retrouve la semaine prochaine pour des carnets. Fais tourner le prompteur qu'on s'en aille là, pour les carnets de campagne. Spécial mai 68. Et on sera très content de vous retrouver. Et ils seront moins dissipés car j'aurais mis du bromure dans leur café. Allez, on se retrouve et c'est maintenant l'heure de notre grand débat. Merci messieurs d'être passés sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci mesdames. Bougez pas, mais ne parlez plus. Un ex-officier du KGB à la tête du pays depuis plus de 18 ans, Vladimir Poutine, bien parti pour remporter un 4e mandat dimanche prochain, incarne avec autorité l'ambition d'une grande Russie à la puissance retrouvée. Avant d'en parler avec notre grand témoin, Sylvain Tesson et la journaliste Anne Niva, regardez, retour en archive, quelques moments de l'histoire des relations parfois houleuses. France-Russie, c'est la rubrique « C'était demain » de Dimitri Kefelec. 300 ans ont passé depuis la visite du tsar Pierre le Grand à Versailles en 1717, l'occasion idéale pour Emmanuel Macron d'accueillir le président Poutine. Je suis impressionnée par Versailles parce que cela reflète la grandiosité de la France et de son histoire. La France et la Russie, une longue histoire commune mêlant alliance et belligérance, amitié et hostilité. Décembre 44, le général de Gaulle à la tête du gouvernement provisoire rend visite à Staline à Moscou. Le corps diplomatique au grand complet vient accueillir le général de Gaulle et M. Georges Bidault qui vont conclure le pacte d'alliance franco-soviétique. Le général souhaite faire respecter la France en la plaçant à la table des négociations parmi les vainqueurs. L'hommage de la France, alliée de l'Union soviétique, pour la victoire. Ce jour-là, la France reprenait son rang et ce jour-là aussi, les négociateurs souriaient. En tant que président, Charles de Gaulle poursuivra cette politique d'amitié franco-russe, lui qui souhaitait une Europe allant de l'Atlantique à l'Oural. Pour nos deux pays, c'est l'occasion par excellence d'aider à l'union et à la sécurité de notre continent. En pleine guerre froide, le monde est régi par la logique des blocs, mais Georges Pompidou persiste dans la tradition gaulliste. Je constate que l'Union soviétique existe, qu'elle est énorme. Ou bien nous nous tournons le dos et c'est la guerre froide, ou bien nous essayons de coopérer. Et je peux dire qu'à l'heure actuelle, les relations entre l'Union soviétique et la France sont à bien des égards excellentes. Face au dernier soubresaut de la guerre froide, François Mitterrand, malgré son alliance avec les communistes français en 1981, appuie l'OTAN et les positions américaines durant la crise des euromissiles. Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples. Dans le débat actuel, le pacifisme, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. Les rapports s'améliorent lorsque le réformateur Gorbatchev parvient au pouvoir. Pour la première fois depuis qu'il est numéro 1, Mikhail Gorbatchev foule le sol d'un pays occidental. Mais 2 ans après la chute du mur de Berlin, L'Union soviétique a perdu son empire et s'est écroulée sur elle-même, effaçant à la fois la trace de Staline et celle de Pierre le Grand. Lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000, il est bien accueilli par Jacques Chirac, dont il partage la vision sur la crise irakienne. Entre vous et le président Chirac, je crois qu'il y a une grande amitié entre la France et la Russie. Nous avons une vision commune de l'architecture et de la sécurité à venir du monde, qui, selon nous, d'après le président Chirac, doit reposer sur le principe d'un monde multipolaire. Mais les relations se dégraderont avec François Hollande, en cause des désaccords sur les dossiers ukrainiens et syriens. Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Prenant le contre-pied de son prédécesseur, Emmanuel Macron semble revenir à la diplomatie des pionniers de la Ve République. Ces dernières années en Syrie, est-ce que les moments d'absence de dialogue complet avec la Russie ont permis d'avancer davantage? Je n'ai pas le sentiment que l'absence de dialogue ait permis d'avancer. Mais question, à l'aube du probable 4e mandat de Vladimir Poutine, entre la France et la Russie, le dégel est-il vraiment en marche?
différente. On vous a mis dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine. Ouais, c'était beau comme entrée. Hein. Bonsoir Anne Niva, vous êtes journaliste. Vous avez été correspondante à Moscou pendant 10 ans pour différents médias français. Vous êtes prix Albert Londres en 2000 pour votre livre sur les combattants tchétchènes. Et vous publiez l'excellent Un continent derrière Poutine, qui est à la fois un film et un livre. Bonsoir Sylvain Tesson. Bonsoir. Vous êtes notre grand témoin ce soir. Vous êtes un des plus grands écrivains français vivants. Et comme vous avez failli ne plus l'être vivant, c'est bien de le souligner. Voilà. On parlera tout à l'heure du livre que vous préfacez, Éclat d'action, chez Stock. Mais pour l'heure, un sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez aussi, comme Anne Niva, traversé la Russie, mais vous plutôt en sidecar, et vous avez aussi vécu en ermite au bord du lac Baïkal. Vous êtes donc tous deux spécialistes de la Russie et vous allez nous aider à comprendre puisque, comme disait Churchill, la Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme. C'est l'heure de l'interro de Nolon. Oui, une petite interro pour vous, Anne Niva, mais avant d'entrer dans le détail de votre livre, qui est aussi un excellent documentaire, moi je voudrais me livrer une comparaison entre deux situations historiques. Il y a eu un temps où il y avait la tyrannie stalinienne, aujourd'hui c'est la démocrature, disons, poutinienne, c'est-à-dire les apparences d'une démocratie, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça. À l'époque, à l'Ouest, il y avait ce qu'on appelait les idiots utiles qui soutenaient le régime stalinien. Maintenant, les idiots utiles sont malheureusement remplacés par mon ami Éric Zemmour et quelques-uns de ses amis qui ne loupent jamais une occasion de vanter les louanges de Poutine. Pas les louanges. Si, de chanter les louanges, voilà, excuse-moi, de chanter les louanges, c'est beaucoup mieux. Voilà, de Poutine. Et puis, il y avait la tradition du voyage en Russie aussi à l'époque. Alors, vous l'avez fait dans d'autres conditions, vous n'êtes pas cornaqué par les autorités, mais quand même, on sent chez les gens que vous interrogez beaucoup de réserves quand même. On sent que vous avez du mal quand même à les amener à dire le fond de leurs pensées. On a l'impression qu'en Russie, c'est pas la peine de mettre un flic derrière chaque citoyen. Ils ont intériorisé qu'il vaut mieux s'en tenir à une version pas trop proche de ce qu'ils pensent vraiment. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ? Non, je suis pas tout à fait d'accord. Ah, merci, bravo, très bonne réponse. Bien, eh ben on va arrêter. Non, mais je vais essayer d'en dire un peu plus. Je pense que de toute façon, il est difficile en chacun, même ici en France, quand on a un interlocuteur, d'avoir le fond de sa pensée. Surtout quand vous arrivez avec une caméra. Mais en Russie, j'ai pas l'impression que il y a quelqu'un derrière mon interlocuteur qui lui fait dire ce qu'il a envie de dire. Je parle d'intériorisation plutôt. Je dis pas qu'il y a quelqu'un qui est allé le briefer ou le menacer. Mais j'ai l'impression que je suis toujours un peu étonnée quand en France on est étonné du fait que Poutine est populaire en son pays. C'est-à-dire que cela nous plaise ou non. Ici, en France, oui, Poutine est populaire en son pays. Et oui, Poutine va être réélu ce dimanche au premier tour. Ce qui ne veut pas dire que tous les Russes sont en faveur de Poutine, mais il y a des explications à cela. Il y a le fait que ce pays a vécu d'immenses souffrances pendant des décennies, qu'il en sort à peine, et que, à tort ou non, moi je ne suis pas là pour dire si les Russes ont raison ou pas, les Russes aujourd'hui pensent qu'il n'y a que Poutine pour faire se développer leur pays. Mais il se trouve aussi que Poutine a excellé dans l'art d'annihiler toute opposition. Bon, mais ça, c'est sa politique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus personne en face de Poutine. C'est simple. Donc les Russes, de toute façon, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas voter pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il y a une pseudo-opposition. Le grand leader de l'opposition, Alexei Navalny, qui, à mon avis, va devenir plus important dans les années à venir, n'a pas pu se porter candidat. Donc, il y a une jeune femme qui s'appelle Ksenia Sobchak, dont on pourrait parler, c'est un peu compliqué, le rapport qu'elle a elle-même avec Vladimir Poutine. Mais c'est la jeunesse dorée. Elle est détestée en Russie, non? Elle n'est pas détestée, elle est, je dirais, incomprise. Elle est surtout, elle ne peut pas rivaliser avec la popularité de Vladimir Poutine. Et en plus, elle est la fille d'un homme qui était le mentor de Vladimir Poutine, c'est-à-dire le père de cette Ksenia Sobchak. Anatoly Sobchak était le maire de Saint-Pétersbourg. Où a débuté Poutine. Il est mort quand Ksenia, qui se présente aujourd'hui au présidentiel, elle a 35 ans, cette jeune femme. Elle avait 18 ans quand son père est mort. Et il était très proche de Poutine. Donc, il est clair que Ksenia Sobchak ne peut pas se présenter et avoir toute la visibilité qu'elle a dans les médias aujourd'hui sans un espèce d'adoubement du Kremlin. En même temps, c'est vrai, les Russes, le pouvoir russe n'est pas idiot. Ils savent très bien que ça marche en leur faveur de montrer une jeune femme moderne candidate à la présidence. Vous avez anticipé sur ma deuxième question sur la nature de cette popularité. Moi, je ne dirais pas popularité. Ce qu'on entend chez les gens que vous interrogez, c'est qu'ils s'accommodent d'une situation anormale. C'est-à-dire que les opposants soit interdits de se présenter, soit meurent, soit d'autres techniques pour les dissuader. Mais ils veulent absolument pas retourner à la situation antérieure, c'est-à-dire les années du chaos Helsinki. Voilà. Donc ils sont prêts à accepter beaucoup de choses très éloignées de notre notion de démocratie, mais j'appellerais pas ça une popularité, moi, quand même.
Alors peut-être vous avez raison. Ça n'est pas une popularité au sens où nous l'entendons ici, puisqu'effectivement, elle est la conséquence de cette angoisse. Les Russes d'aujourd'hui ont très peur de ce qui pourrait se passer dans leur pays sans Poutine. Et effectivement, ils y pensent déjà. C'est d'ailleurs, on a un petit extrait du documentaire. On a un petit extrait du documentaire. Pour rebondir sur ce que vous dites, vous avez interviewé un homme d'affaires. Oui, à Irkoutsk. Ouais, et qui vous dit que. Que ça serait le cas. Dimitri. Bah alors juste, oui, on va le passer. Voilà. Hein, enfin, si... Il fait partie de cette génération d'hommes d'affaires opportunistes qui remercient Poutine de les avoir laissés développer leur juteux business. Quand on évoque l'impopularité du président en Occident, Dimitri se raidit. Poutine nous a absolument tout donné. Tout ce que nous avons aujourd'hui, des bonnes voitures étrangères, la liberté, la possibilité de voyager, tout ça est devenu possible depuis 20 ans seulement. À votre avis, c'est ça qui explique la popularité de Poutine? Mais bien sûr, les gens sont contents, ils se sont mis à vivre mieux. Mais tout le monde n'est pas content. D'accord, pas tout le monde, mais la majorité. Ça, c'est une constatation objective. Personne ne le met en doute, pas même Navalny. Qu'est-ce qui va se passer après Poutine? Le pays va s'écrouler. Et objectivement, aucun d'entre nous n'y est prêt. Vous confirmez, Sylvain Tesson? Oui, enfin, il y a des Russes qui pensent comme ça. Mais ça, c'est sûr. Que le grand défaut d'Anne Niva est de dire ce qu'elle a entendu et de retranscrire les témoignages qu'elle a exprimés et non pas ce que nous autres Français voudrions entendre sur Poutine. Je crois qu'on mésestime beaucoup, et c'est l'un des axes que vous explorez, nous mésestimons beaucoup le déclassement des Russes dans l'histoire après avoir été cette puissance mondiale de l'Union soviétique, puis après avoir vu leur pays se faire dépecer par les barons oligarques pendant les années yeltsiniennes. Et tout à coup, voilà qu'en 2000, à la fin de l'année 99, ils sont remis en selle. Et ça va même plus loin que ça. Ils sont remis en selle et ils sont réinstaurés dans la place géopolitique. Regardez ce qui s'est passé à la fin de l'année 2015. Sans doute, d'ailleurs, vous parle-t-il de ça. À la fin de l'année 2015, quand Poutine, tout à coup, a secoué nous autres Européens de l'Ouest qui ne voulaient pas aller intervenir en Syrie. Et voilà que tout à coup, la géopolitique se redessine parce que les Russes ont dit on envoie les Sukhoi. Et on va commencer à... Ce que vous dites est indiscutable, mais est-ce que ça excuse tout pour autant? C'est ça la vraie question de notre point de vue. Mais s'il faut prendre les précautions d'usage pour ne pas vous froisser, bien entendu que nous sommes pour les droits de l'homme, et bien entendu que nous aimerions... Ça peut être utile de le rappeler de temps en temps. Oui, mais alors si vous voulez, rappelons-le, nous prenons les précautions d'usage, nous savons que Poutine n'est pas tout à fait un parangon de la vertu démocratique. Vous allez loin. Et nous nous étonnons d'ailleurs, enfin probablement vous aussi, nous étonnons d'ailleurs que la France... qui a manifesté tant d'indulgence avec les dirigeants soviétiques, manifeste aujourd'hui cette sévérité incroyable avec le Poutine des années 2000. Un point pour vous. Et ne manifeste pas d'ailleurs cette indignation, cette espèce d'indignation extraordinaire avec d'autres interlocuteurs. Je sais pas, je pense au hasard, prenons les Saoudiens, les Qataris, les Turcs même aujourd'hui. C'est très étonnant. Voilà, c'est bien. C'est bien parce que moi je vais me mettre au repos. Parce qu'ils sont parfaits, les invités, ils claquent le beignet de Nolo de façon admirable. Je dis que je suis d'accord. Et bah oui, justement, c'est ce que j'appelle claquer le beignet de Nolo. Ah bah non, un point d'accord. Parce que sur Poutine, que tu sois obligé d'être d'accord avec les gens qui disent le contraire de ce que tu dis toutes les semaines, c'est que vraiment ils t'ont claqué le beignet. Donc je suis assez content. Moi je pense qu'il y a deux choses qu'on oublie toujours. La première, vous avez dit vous-même, c'est Poutine ou le chaos. C'était exactement les campagnes du général de Gaulle pendant toutes les années 60. Moi ou le chaos. Donc c'est pas nouveau, c'est pas antidémocratique, c'est un classique quand il y a un grand chef d'État et que la situation avant a été catastrophique. L'occupation, la 4ème République, pour des raisons différentes. Et c'est le cas des Russes, et c'est le cas d'Elstine. Moi je me souviens, je lisais des choses à l'époque et il y avait une formule qui m'avait frappé, c'était, on disait, dis-moi, est-ce que tu es pour la démocratie ou pour le peuple? Ça c'était pour Yeltsin. C'est pour vous dire à quel point la démocratie, selon les critères noloiens, et occidentaux. C'est beaucoup d'honneur. Ben oui, sauf que ça signifie pour eux un pays qui est vendu aux oligarques, et pas seulement aux oligarques, aux Américains. Il n'y a pas d'oligarques dans le cercle de Poutine. Si. Il est vendu à tous les oligarques. C'est ce que j'allais dire, mais c'est des oligarques russes. Ah bah oui. Non mais c'est des voleurs, mais c'est des oligarques russes. Là, c'était en plus des voleurs américains. Un d'entre eux, Khodorkovsky, vous vous souvenez, a quand même été emprisonné et contre Poutine. Absolument, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque d'Yeltsin, il y avait non seulement des grands voleurs russes, mais il y avait aussi des grands voleurs américains. Tout à fait. C'est beaucoup pour un pays qui est aussi patriotique. Et c'est la deuxième chose que je voudrais dire.
Moi, ce que je pense et ce que j'admire dans la Russie, c'est qu'ils sont restés patriotes comme on l'était avant en France. Ils le sont même devenus encore plus. Exactement. Et quand des idiots utiles. Non, c'est pas les idiots utiles. Je parle du peuple russe. Je parle pas de Poutine. Poutine incarne ce patriotisme du peuple russe qui veut malgré tout rester un peuple. Alors que nous, on ne veut plus. Éric Zemmour, reconnaissez tout de même que Vladimir Poutine a le beau rôle en quelque sorte. C'est-à-dire parce que il a eu le mauvais pendant des années. Boris Yeltsin, c'était beaucoup plus difficile quand il est arrivé au pouvoir. C'était la dissolution de l'URSS, fin 1991. Donc tout le monde était dans des souffrances atroces. Donc évidemment, Boris Yeltsin était beaucoup moins populaire que Poutine. Poutine est arrivé un peu plus tard. Il a été, je vous le rappelle, nommé par Yeltsin, désigné et ensuite ça s'est transcrit par les urnes. Et c'est sans doute ce que Vladimir Poutine va faire aujourd'hui, c'est-à-dire après sa réélection qui aura lieu ce dimanche, il va avoir 6 ans pour trouver un successeur. Avec qui alors? Vous avez déjà une idée de son successeur? Non, qui pourrait, oui. Ah non, ça, personne ne le sait. Je suis pas sûr que, mais que les Russes non plus le sachent. Mais les Russes lui font confiance. C'est drôle ce que vous dites parce que vous savez que c'était sous Pompidou, les conseillers de Pompidou disaient que la Cinquième République, De Gaulle avait désigné son successeur Pompidou et que Pompidou désignerait son successeur. Et que le peuple ratifierait. Et que c'était une méthode romaine, vous savez, comme les empereurs qui adoptaient leur successeur. Mais il est vrai que la Russie d'aujourd'hui, qui est une Russie, pour moi, un pays jeune, justement post-soviétique, elle est jeune cette Russie-là, cette Russie immense, mais elle a des peurs anciennes. Elle souffre d'anciennes peurs. Elle est pétrie de ses peurs. Mais ces peurs, c'est celle de tomber dans le chaos, comme le dit ce Mais c'est tous les peuples, ça. On a inventé la politique parce qu'on était dans le chaos. Sauf qu'en Russie, ils ont eu dans les dernières années beaucoup moins de stabilité que nous. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont que ce mot-là à la bouche, Éric Nolot. Stabilité, ils veulent la stabilité. Et ça, on peut pas... Moi, je trouve que c'est très compréhensible, vu ce qu'ils ont vécu. En revanche, les jeunes qui ont 17 ans, 18 ans, qui, eux, ne s'embarrassent pas de tout ce passé soviétique, qui ont un rapport, parce que je crois que le nœud de tout ça, c'est la relation avec le passé soviétique, que nous sommes, nous, Français, incapables de comprendre, bien sûr, puisque nous ne l'avons pas vécu. Eh bien, les jeunes, aujourd'hui, Russes, qui ont 17 ans, 18 ans, qui sont nés avec Poutine au pouvoir, ne s'embarrasseront pas de tout cela, et ceux-là auront sans doute un rapport avec la politique différent. Ils sont déjà descendus dans la rue, à l'appel de Navalny et d'autres, ils vont sans doute le faire. Mais c'est encore trop tôt. La Russie de 2018 n'est pas prête à tomber dans un système démocratique tel que le nôtre. D'accord. Mais je comprends très bien cette angoisse, je comprends très bien ce désir de stabilité, ça c'est dans un plateau. Je demande juste, sur l'autre plateau, est-ce qu'on peut empiler les choses à l'infini, parce que bon... Mais ça va changer. Moi, je suis sûre que ça changera. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent et qui essayent de convaincre tout le monde que la société russe est immobile. Tout bouge. Donc ça n'est pas parce que Poutine est là depuis 18 ans, lui-même a bougé sur pas mal de sujets. Je dirais même qu'il était encore plus raide avant sur certains sujets. Il a beaucoup appris de son expérience politique. Je pense que il me semble qu'on fait tous une erreur de diagnostic. C'est-à-dire qu'on pense que notre régime démocratique occidental est l'idéal vers lequel Poutine et les Russes regardent. Et ça c'est sûr qu'ils ne le considèrent pas comme un idéal. Voilà. Je vous confirme. Et ils ont bien raison. Nous sommes en vérité décadents. Donc évidemment qu'ils n'ont... Non mais ça c'est mon point de vue. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, là où on se trompe... Mais je constate qu'ils pensent comme cela, absolument. Voilà. Ben oui, je sais bien. Et ils ont bien raison. Et donc ils sont, pour moi, on a déjà eu cette discussion, l'avenir n'est pas chez nous, elle est à l'Est. Voilà. C'est-à-dire que les communistes pensaient absolument, que l'avenir était de l'Union soviétique. Mais absolument. Le retour de l'idiot utile sous les apparences de mon camarade Zemmour. Mais t'inquiète pas. L'avenir est à l'Est, je ne comprends pas. C'est très simple, c'est que je pense, je vous la fais courte, que nous sommes aujourd'hui des sociétés décadentes qui croulons sous un individualisme qui désagrège tout et sous une vague migratoire qui va tout emporter. Les seuls On a des solutions contre ça? Oui, moi j'en ai. Moi j'en ai. Mais même Poutine n'y parvient pas. Mais moi j'en ai. Même Poutine n'y parvient pas. Je peux vous dire qu'en Russie, il y a énormément d'immigration. Orban, il arrive très bien. Énormément, il n'y a pas de mur. Orban, il arrive très bien. Ah oui, mais la Pologne, elle arrive très bien. Non mais d'accord, mais pour moi c'est la même chose. Vous parlez des pays de l'Est. Pour moi, il y a une évolution, il y a une Europe de l'Ouest et une Europe de l'Est. Une Europe de l'Ouest individualiste et multiculturaliste et une Europe de l'Est qui reste patriotique et qui ne veut pas de multiculturalisme. On peut être une Europe multiculturelle et également ouverte. Non. Ah, oui, multiculturelle et ouverte, mais je pense que c'est la catastrophe. Bon, bref, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Bon. Mais c'est pour vous dire que moi je pense que la Russie, les Russes, les Polonais, les Hongrois
ne voient plus nos pays comme un avenir. C'est nous qui devons les regarder comme notre avenir. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis pas sûr qu'il l'ait vu comme un avenir, même sous le soviétisme. Oui, moi je suis assez, intéressant. Je suis assez d'accord avec l'idée que Poutine exprime le portrait en creux de ce que nous ne sommes plus et de ce à quoi nous avons renoncé. Voilà. Et il est tout à fait possible que dans la critique à l'égard de Poutine, il y ait cette critique de... il nous renvoie finalement la grimace de ce que nous avons décidé de ne plus être. Je crois aussi qu'il y a, alors tout ça est assez banal, il y a dans la critique de la Russie, un critique du retour de la Russie, bien davantage de ce qu'elle est redevenue. Alors ça, nous n'aimons plus ça. Mais je crois... Et il y a l'influence des grands médias américains, etc., et sur les médias français et occidentaux, il ne faut pas le nier. Oui, bien entendu. C'est vrai qu'il y a une bataille médiatique. Nous avons décidé plutôt que d'être un centre culturel russe, d'être une caserne américaine. Alors à ce moment-là, à partir du moment où nous regagnons l'OTAN, nous coupons avec la profondeur eurasiatique, spirituelle, comme vous dites quand vous dites que le soleil se lève à l'est. Il faut peut-être pas oublier. Mais je crois que vous avez raison, Anne, de préciser qu'il y a dans la dialectique russe cette espèce de difficulté de se sortir des 70 ans de communisme. Ça n'a pas été rien, c'est très récent tout ça, ça a 40 ans de... C'est loin d'être terminé. Mais il y a aussi cette espèce de fracture qui traverse toute nos sociétés occidentales, qui est la fracture entre les déshérités de la mondialisation et ceux qui y trouvent un profit. Elle existe aussi en Russie, elle traverse la Russie. Ce que Guy appelle la France périphérique, on pourrait penser qu'il y a une Russie périphérique. Comme il y a une Amérique périphérique. Et c'est la Russie que vous avez rencontrée quand vous allez à Khabarovsk, à Irkoutsk. Bien sûr, et les deux s'entrechoquent, et il y a des mouvements des uns vers les autres, bien sûr. Et vous mettez... en cela, je voulais montrer justement que la Russie n'est pas si loin de nous. Et que les Russes nous sont finalement assez proches. J'ai bien compris. Et vous mettez le doigt sur un point qui, moi, est pour moi fondamental, et pour la France, mais encore plus pour la Russie, c'est la démographie. C'est-à-dire que là... Il y a un problème pour la Russie. On est bien d'accord. L'effondrement. Effondrement. Taux de natalité en baisse. Exactement. Donc ça, c'est un problème majeur. Souci pour Poutine. Et évidemment, et c'est le problème majeur de la Russie, comme notre problème majeur, mais nous qui est maquillé par les statistiques, mais c'est une autre discussion. Mais c'est un problème majeur pour la Russie. Et là, vous mettez vraiment le point là-dessus, et ça, il n'arrive pas D'où sans doute ce patriotisme exacerbé russe. Oui, mais enfin, nous, on s'effondre et on n'a pas de patriotisme. Bon, nous... Alors... voilà, le péril jaune. Ça, les Russes, dans ce film, dans ce livre, ils m'en ont énormément parlé. Et ils estiment qu'ils sont à l'avant-garde de cela. Et ils nous disent à nous, Français, regardez ce qui se passe chez nous. Et ils ont 1000 fois raison. Alors on regardera justement avec beaucoup de passion votre documentaire dimanche à 17h10 sur France 5. Vous restez tous les deux avec nous, on va accueillir Sandrine Saroche, puisque tout le monde s'arrache Sandrine Saroche. C'est joli dans ce orange. Alors, on vous fait le coup toutes les semaines. Vous croyez que c'est à vous, mais en fait c'est pas à vous. C'est la pub, car il faut bien vivre, Sandrine. Et après la pub, il y aura un débat sur les relations houleuses entre le président Macron et la presse, mais tout de suite, c'est la pub. C'est joli, hein? C'est Brigitte qui chante. C'est zen. Pendant que son mari copine comme cochon en Inde avec le président Modi. Ce qu'on appelle la diplomatie du câlin. Et voyez, autant Modi est un dur, autant Macron est un doux. Ouais, j'attends parce que voilà. Quand ils sont arrivés, alors ils ont voulu rencontrer Ravi Shankar, une rencontre Shankar-Macron. Mais vu que le car Macron n'arrive jamais à l'heure, le président Modi leur a dit pourquoi vous arrivez si tard? Il est mort. Bah oui, parce que Brigitte, elle connaît super bien l'Inde, et d'ailleurs c'est elle qui a briefé Emmanuel pour le voyage. Elle dit attention Emmanuel, l'Inde c'est un pays sacré, il y a beaucoup de mystiques, surtout sur les bords du Gange. Ah, c'est dingue. Alors, si tu veux signer des contrats, vas-y mollo. Hein. Et quoi qu'ils te demandent, tu fais comme eux. Tu dis pas oui, tu dis pas non, tu dodelines, comme ça. Par exemple, s'ils te disent, Dear Emmanuel, you want to sell us nuclear central? Tu dodelines, vas-y Emmanuel, tu dodelines. Hein. Dear Emmanuel,
You want to visit the Taj Mahal? Allez, Dodeline, vas-y, Adolphe, on va kiffer mon Manu, hein, tu vas voir, on va voir le Taj Mahal rien que pour nous. Une visite privée avec plein de journalistes. Ah bah oui, on va pouvoir se baigner sans Kama ni Soutra. Ah oui, tout à l'heure, la femme du président maudit m'a demandé, Brigitte, ça te dérange si on mange ta moule? Et je me suis pas laissée. Not at all. Non, bon, je sais pas comment elle s'appelle précisément. Allez, vas-y, chérie, vas-y, sois sympa avec des journalistes aussi, vas-y, ouvre tes chakras. Mais non, pas tes acras, on n'est pas aux Antilles, tes chakras. Vas-y. Comment ça t'as la dalle? Ben, mange un âne, bourricot. L'Inde, terre de contraste. Vaste pays aux 1000 visages. Incredible India. L'Inde, c'est un monde merveilleux pour les enfants et même pour ceux qui ont grandi. Au pays de Gandhi, comme dans tous les pays, on vous fourgue nos produits, Areva, Safran ou même NJ. Et pour booster votre énergie solaire, on vous installe des centrales nucléaires. Un peu d'astuce, d'écologie, c'est ça la Macronie. Et voilà. Impressionnant, n'est-ce pas? Ah bah oui, Sandrine. Et Sandrine qui est tous les soirs du jeudi, tous les soirs du jeudi au samedi. Voilà, à 20h au théâtre du Gymnase. C'est jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi, samedi. Ah bon? Samedi et tous les soirs. Trop fort. Allez, vous êtes venus nous voir pour parler d'un continent derrière Poutine, ce livre au seuil, du documentaire. Livre et film, oui. Et du documentaire qu'on peut voir dimanche à 17h10 sur France 5. Sylvain Tesson, vous allez rester avec nous puisque vous êtes notre grand témoin. Alors, vous allez nous parler de vos engagements car vous présidez une association, la Guilde européenne du RAID. Vous préfacez d'ailleurs ce livre avec la d'action de Jean Mouzet qui raconte l'histoire de l'association. Dimitri Kefelec et Thibaut Vitré ont rencontré Jean Mouzet. Il nous a parlé de la Guilde et il nous a parlé de vous, Sylvain Tesson. La Guilde, c'est une association fondée en 1967 par en gros des aventuriers qui cherchaient un sens dépolitisé de vie combative. Et donc ça a dérivé très rapidement, surtout à partir des années fin 70, début 80, vers l'humanitaire, mais avec une singularité esthétique très forte par rapport au reste du milieu de l'humanitaire moderne, c'est-à-dire Médecins sans frontières, etc. Et Sylvain Tesson a aussi cette esthétique-là qui fait qu'il est complètement hors du temps. Sylvain Tesson est vraiment aujourd'hui l'incarnation de la Guilde. C'est fondamentalement un dandy en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse avant tout à la beauté du monde, plus d'ailleurs qu'aux hommes en tant que tels. Je pense qu'il est extrêmement soucieux, non pas de la dégradation idéologique ou sociale du monde, mais de sa dégradation esthétique. Je pense qu'il trouve le monde de plus en plus laid. C'est gay. Oui, vous trouvez? Ah oui, c'est vrai. Vous préfacez donc ce livre avec la d'action. Et quand on dit livre sur ce plateau, surgit immédiatement Éric Nolot. Qui était là en même temps. Pour son interro de Nolot. Il n'y a que lui qui sache lire. Ouais, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a aussi pas mal troublé. D'abord parce que j'ignorais tout de cette guilde, alors qu'elle a quand même une action internationale. J'ignorais tout de son fondateur, Patrick Edel. Et puis, je trouve que c'est assez beau les idéaux qu'elle se fixe pour le salut des autres ou pour l'édification de soi. Mais j'ai été troublé sur bien des sujets, et à commencer par votre préface, alors qui est brillamment écrite, comme d'habitude. Je partage l'admiration d'Anaïs pour votre travail. Vous êtes vraiment un des grands écrivains pour moi d'aujourd'hui. Non, mais vraiment, je le dis. Ce sont des compliments soviétiques. Non, c'est pas vrai. Non, pas très sincère. Comme non, vraiment très sincère en plus. Il dit ça là, toutes les semaines. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça, non. Je dois dire qu'il y a plusieurs phrases très étranges qui naissent sous votre plume quand vous évoquez Patrick Edel, donc le fondateur de la Guilde. Voilà ce que vous écrivez au début de votre introduction.
Trop jeune pour la résistance, il intégra un commando de l'OAS. Moi, je trouve que c'est une manière un peu curieuse de poser les choses et le début de son engagement. Vous dites ensuite, vous précisez ensuite qu'il a été incarcéré avec d'autres prisonniers politiques. Vous les qualifiez de frères d'âme, et d'armes aussi sans doute. Et on cherche en vain sous votre plume, alors que Jean Mouzet, lui, le dit, que l'OAS fut quand même une organisation terroriste. Donc vous parlez de prisonniers politiques, de communauté spirituelle, mais vous faites l'impasse sur cet aspect terroriste. Voilà. Et la dernière chose, c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris, vous écrivez « Comment un détenu politique tout juste libéré, donc pour fait de participation à l'OAS, réussit-il à ne pas renoncer aux idéaux qui l'ont précisément conduit à l'endroit d'où il vient de sortir, comme si vous placiez l'action terroriste et les idéaux de la guilde sur le même plan intérieur ». Donc il y a quelque chose d'un peu étrange dans votre préface. Je trouve qu'elle place un peu en porte-à-faux ensuite ce qu'écrit Jean Mouzet à propos de la guilde. Oui, je comprends vos préventions. Mon analogie est un peu rapide, quoi. Il est vrai que je pensais que ça allait de soi. Que je ne me livrerais pas à une espèce d'apologie de l'organisation de l'armée secrète des années 60. C'est évidemment pas ce qui naissait sous ma plume. Ce que je voulais dire par là, alors peut-être l'ai-je exprimé un peu rapidement. Je suis souvent un peu rapide parce que comme je fais beaucoup de choses, je ne suis jamais là au moment où je fais les choses. Il faut que j'aille vite. Ce que je voulais dire rapidement, c'est que ce garçon à 19 ans qui était pétri d'idéaux peut-être romantiques, donc ce garçon, c'est Patrick Hedel dans les années 60 quand il avait 20 ans, a effectivement fait des choix politiques qui lui ont coûté 5 ans de prison, et qui sont ceux de l'OAS. Alors on peut dire par là qu'il a payé ses errements, ses égarements, ses fautes. Il les a payés. Il les a payés non seulement par la prison, mais après il a passé 60 ans de sa vie à essayer de construire une association qui se portait au secours de l'autre, puisque la Guilde européenne du raid a une action qui est, dont la majeure proportion est une action humanitaire et de solidarité. Alors on peut à un moment quand même considérer qu'après avoir passé 60 ans de sa vie à se préoccuper des autres, on est venu à récépissance, quoi. Ça s'appelle la rémission des péchés. Non, mais c'est pas ça que je pose. C'est simplement que il me semble que dans cette préface, peut-être vous avez expliqué ça par la vitesse, c'est un argument recevable, mais j'ai un peu l'impression que vous avez cédé par moment à un goût de la provocation qui brouille un peu le message. Quand vous écrivez, ce n'était pas la première fois qu'une aventure collective prenait corps dans la réclusion, mais cela est une autre question. Vous voyez bien à quoi on pense immédiatement. Évidemment, c'est pas à ça à quoi vous pensez, mais on se dit l'aventure hitlérienne a commencé en prison. Non. Voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, ça c'est une réduction. Non, mais réduction Edith Pléraud, oui, c'est connu. Mais simplement, il me semble, peut-être par négligence, mais je crois plus profondément par goût de la provocation, vous semez des petites phrases comme ça, vous ne rendez pas service à cette cause parce que vous la rendez soudain ambiguë alors que pour moi elle ne l'est pas. Mais si, il y a une ambiguïté dans les origines de la Guilde. Évidemment, il y a une ambiguïté dans la mesure où, voilà une association qui, encore une fois, s'est dévolue à la tentative d'encourager les projets par l'action, des projets portés par des jeunes gens, entre 20 et 30 ans. Grosso modo, la Guilde dit, si vous avez un projet d'aventure, de culture, de solidarité, vous venez nous voir, on vous aide à le faire. Et voilà que des milliers, c'est la première association, c'est la première plateforme d'envoi de volontaires dans des projets de solidarité internationale en France, avant toutes les autres ONG. C'est pas mal quand même. Ah oui. Et voilà une association qui n'a jamais communiqué, parce qu'elle se tient dans une forme d'ailleurs de silence, de modestie, qui est assez louable et noble, je trouve. Alors moi j'ai voulu montrer cela. Alors le paradoxe soit-il, c'est que cette idée de tenter par l'action de montrer qu'on pouvait essayer de peser sur le monde davantage que par les discours et par les intentions, elle est née dans la tête de Patrick Hedel pendant sa réclusion. Je me contente de dire cette chose. Et ce qui m'intéresse dans votre échange, c'est qu'en fait, on part d'un prémisse qui est accepté par tout le monde et qui est en grande partie faux. Et c'est là-dessus que vous reprend Nolot, et je voudrais simplement dire ça. En gros, Nolot dit, c'est pas possible, il était à l'OS, donc sous-entendu avec les méchants, et puis là, il se retrouve avec une guilde généreuse qui va vers l'autre, etc. Oui, tu as dit terroriste. Terroriste en général, quand on dit terroriste, ça veut pas dire gentil, et ça veut pas dire dans le bon camp. Non, mais j'ai pas dit que c'était les seuls méchants, je dis pas... J'ai pas dit le contraire, mais tu dis, en fait... Oui. C'est là où ton prémisse est en partie faux. C'est-à-dire que, d'abord, l'OAS, effectivement, fait des attentats pour répondre à ceux du FLN, ce qu'on ne dit jamais. Bon. Ouais. Et deuxièmement, il y a dans les gens de l'Algérie française
qui vont s'opposer au général de Gaulle, qui vont finir dans l'OAS, beaucoup de résistants, de types qui en 40 étaient résistants et qui justement sont pour l'Algérie française comme ils étaient pour la résistance. Et c'est ça qu'on ne dit jamais. Donc ce n'est pas du tout incohérent. Et enfin, il y a dans la colonisation française, ce qu'on ne dit jamais non plus, un goût de l'autre. Il le dit très bien, je crois que c'est dans votre préface, quand vous dites, en fait, c'est l'Occident qui invente l'orientalisme. L'orientalisme, c'est le goût de l'autre. Les Orientaux, ils n'ont pas inventé un occidentalisme. Alors maintenant, on nous reproche notre orientalisme, mais n'empêche que c'est un regard vers l'autre. Même si on l'encadre, on le fige dans des postures bien précises. Mais il n'empêche que de l'autre côté, ils n'ont pas d'occidentalisme. Oui, c'est d'ailleurs le colonialisme français, c'est aussi ça. C'est d'ailleurs la justification et la légitimité de l'usage de l'adjectif d'européenne dans l'expression ville européenne du raid. C'est-à-dire que Patrick Hedel, le fondateur, a été très impressionné par ce que Paul Valéry appelait l'esprit européen, qui est un esprit de curiosité. Alors évidemment, vous avez raison, on peut toujours dire que derrière la curiosité, il y a des arrière-pensées. Mais il y a toujours et que si les conquistadors vont conquérir l'Amérique du Sud, c'est avant tout par le goût de l'or, davantage que pour faire de l'ethnographie. Mais c'est les deux, comme d'habitude. Et il y a quelque chose, d'ailleurs, non seulement de très européen, mais de très grec. Patrick Hedel a souvent parlé de l'invention par Ulysse au cours de sa navigation dans les eaux de la Grèce, son invention de l'exploration, de l'aventure. Quand tout à coup ils arrivent, ils font naufrage sur une île, tout d'un coup Ulysse, lui, son seul but, c'est d'aller voir ce qu'il y a, aller derrière l'horizon. Ce sont les Européens qui ont inventé ça. Et c'est ce qu'a dit Hedel, en fait, après quelques années de prison. Alors, prenons à nouveau des précautions d'usage. Après les errements, après les erreurs, après les égarements, après les fautes. Après, il s'est dit, il faut essayer peut-être de réparer tout ça, d'ailleurs. Et à ce moment-là, on va empoigner cet outil magnifique et l'action solidaire, l'action culturelle, l'action humanitaire et l'action d'aventure. Et puis, on va aller montrer qu'on peut faire quelque chose de sa vie. On dirait quand même, quand on vous lit, que vous abhorrez, c'est peut-être fort, mais enfin que vous aimez pas tellement le monde dans lequel vous vivez, que vous passez votre temps en solitaire sur un lac avec votre bouteille de vodka. Pour dire le moins, que vous n'aimez pas les pour dire le moins. Et en même temps, ça c'est un engagement vers les autres. Donc il faudrait savoir, non ? Non, parce que non, précisément, on peut tout à fait ce qu'on n'aime pas dans des précautions que l'on prend à l'égard de son époque et à l'égard de ses semblables. Enfin, attention, je verse pas dans la misanthropie, c'est pas parce que je décris les écharpes. Mais vous êtes un des seuls gars à Paris qui est pas joignable du tout, en fait. Enfin, un peu joignable, mais pas trop. Enfin, vous n'avez pas de portable, ça n'existe plus. Vous êtes un. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est par égoïsme, c'est parce que j'ai envie d'être tranquille. Enfin, c'est abominable, cette espèce d'appareil qui sonne tout le temps. Enfin, personne n'a envie d'avoir un portable. D'ailleurs, demandez aux gens qui vivent autour. Tout le monde me dit que j'ai raison et personne ne me suit. Enfin, j'ai l'impression. C'est le drame de votre vie. Vous savez que Proust disait, lors de l'invention des premiers téléphones fixes, il disait, quand ça sonne, j'ai l'impression d'être une bonne consonne. C'est exactement ça. Et vous répondez. Non, mais ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes pour une forme d'engagement dans l'action que vous opposez à un engagement dans le verbiage. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est exactement la question que vous posez, c'est la question de la pétition de principe. C'est-à-dire, à partir du moment où vous décidez que vous allez essayer d'exercer votre générosité, appelons ça votre charité, si on emploie les gros mots, votre solidarité, voilà, votre envie de solidarité, votre envie de changer le monde. De deux choses l'une. Soit vous faites de grands discours, ça s'appelle l'intention, les principes, c'est magnifique. Mais vous vous adressez à des abstractions, vous spéculez. Et ce que je trouve être l'intérêt profond de la Guilde du Raid, de cette association, c'est qu'elle donne à des gens qui sont le prix de cette envie, de cet élan vers l'autre, une occasion de cibler leur mouvement, de donner un visage à celui qu'on aide. Moi, ça m'intéresse bien davantage que les pétitions de principe et que les intentions. Je trouve que la générosité n'est valable que si on connaît le visage de celui à qui elle s'adresse. Et bien, dans une association comme la Guilde, qui est relativement modeste d'ailleurs, parce qu'il y a quand même quelques 5 millions d'euros de budget annuel qui sont alloués à des bourses de solidarité et de développement humanitaire. Donc c'est une modestie relative quand même, c'est pas mal quand même. Il y a 20 salariés, il y a des milliers de jeunes volontaires qui tous les ans sont envoyés dans des projets. Je trouve que nous leur donnons les moyens, la Guilde leur donne les moyens de mettre un visage, de mettre une main
sur ce qui pourrait rester une espèce d'abstraction dans une pétition. Vous dites vous-même qu'elle a été pionnière, mais que maintenant ça a été bien sûr imité et dépassé, qu'il y a toutes les ONG... de Médecins sans frontières, etc. Toutes les ONG qui vont dans tous les pays, qui aident les migrants, qui vont dans les pays en guerre, etc. Vous avez évidemment, vous savez tout ça, qui sont beaucoup plus médiatisés que vos amis de la Guilde européenne, et qui subissent en ce moment des scandales qui sont de partout. C'est-à-dire qu'en Italie, on les accuse d'aider les migrants et de jouer aux passeurs. Et dans d'autres pays, on accuse... Je parlais de plusieurs choses. Et en Angleterre, il y a un scandale autour d'une association, vous avez vu, des scandales sexuels, où à Haïti et ailleurs, tous ces gens soi-disant bien intentionnés étaient surtout là, non pas pour faire de l'argent, enfin entre autres, ils étaient là pour faire de l'argent aussi, mais aussi pour avoir des esclaves sexuels. L'humanitaire, c'est ça aujourd'hui. C'est aussi ça en tout cas. Oui, mais c'est pas la Guilde. Mais j'ai jamais dit que c'était la Guilde, moi. Non, mais j'ai jamais dit que c'était la Guilde. Non, mais c'est d'autant plus important que la création de la Guilde s'est inscrite à cette époque-là. Pas uniquement pour les ambiguïtés politiques, mais parce que à partir des années 60, qui ont sonné la grande décolonisation de l'Afrique, il y a eu ce phénomène historique en quelques décennies d'un usage d'une création d'abord de l'humanitaire et d'un usage de la charité publique, de la solidarité publique. Parce que le Biafra, Médecins sans frontières, c'est le Biafra, c'est 68. Et l'Érythrée en 84, avec Médecins sans frontières qui se fait manipuler. Et puis ensuite, ne parlons pas des conflits yougoslaves où on ne sait pas très bien qui a fait quoi. Celui qui a le mieux formulé tout ça et qui a analysé ce dévoiement du souci humanitaire à des fins politiques, c'est Ruffin. Ah oui, Ruffin aussi. Broman aussi est revenu. Et d'ailleurs, qui était aux manettes au moment de la création de Médecins sans frontières ou de Médecins du Monde. Tous les deux étaient médecins qui ont voulu tout à coup porter la charité individuelle vers un terrain d'expression politique et publique, et qui ont vu tout à coup les États se servir de l'humanitaire à des fins Il y a une autre chose dans votre remarque, c'est que vous opposez la création de la Guilde européenne du RAID et Patrick Hedel à l'esprit mai 68. En fait, c'est assez contemporain. Alors que les autres sont le produit de mai 68. Voilà. Oui, absolument. Oui, mais là je trouve que dans votre analyse, là aussi, il y a peut-être un peu de rapidité. Vous balancez, en gros, à la mer tout mai 68. Moi, je trouve que c'est aussi un peu bêta, si vous me passez le mot, et un peu rapide, que de balancer tout le populisme en disant le populisme c'est une révolte de plouc. Le populisme, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les gens réagissent par le populisme. Il y a des choses consternantes dans le populisme, il y a des choses qu'il faut écouter. Il me semble que dans mai 68, c'est la même chose. Il y avait des choses extrêmement consternantes, ou en tout cas banales, et il y a eu des choses très intéressantes. Mais vous, un peu par esprit polémique, par esprit pamphlétaire, vous balancez tout mai 68. Oui, peut-être c'est un goût de la provocation, mais pas seulement. Je crois que, d'abord, c'est un portrait que je trace de Patrick Hedel. Patrick Hedel, quand il est sorti donc de ces années sur lesquelles nous pouvons passer, à partir des années 65, il est sorti de prison, et à ce moment-là, c'était le moment de l'ébullition qui a amené à mai 68. Qu'est-ce que c'est que mai 68 ? C'est la volonté tout à coup de l'affirmation de soi-même, et de soi-même en tant qu'individu. Et la Guilde va à rebours de ça. Puisque la Guilde dit, avant nous-mêmes, il y a eu ceux qui nous ont précédés et ceux qui sont dans le besoin. Donc d'abord, tournons notre regard vers le passé, par la célébration, enfin c'est la culture d'ailleurs. Et ensuite, essayons de tourner notre volonté d'agir, non pas uniquement dans l'édification de notre petite statue de la Gloriole, mais dans l'édification intérieure, en allant nous porter au secours des nécessiteux. Moi, je trouve que c'était quelque chose de très beau et qui ne correspondait pas tellement à ce qui était en train de se passer dans les rues du quartier latin. Retournons-nous vers le passé. Enfin, est-ce que on vous qualifie parfois d'anti-moderne ou d'être éminemment nostalgique ? Est-ce que vous avez cette vision de vous-même ? Oui, assez. Enfin, la vision de moi-même, c'est pas très grave, c'est pas très important, mais d'autant que la vision de moi-même, elle a été un peu distordue depuis assez récemment. Mais enfin, bon, le reflet que je peux m'envoyer à moi-même en me regardant dans le miroir, franchement, peu importe. Mais oui, bien sûr que le passé me passionne, le passé m'intéresse profondément. Le présent m'agace, et puis le présent, de toute façon, qu'est-ce que c'est que le présent ? C'est une raison de râler. Donc c'est profitons-en. Et puis quant à l'avenir, alors l'avenir, je m'en fiche complètement, mais absolument. Mais le présent, c'est le futur passé.
Comment? C'est le futur passé, le présent. Le futur antérieur. Il y aura des nostalgiques de cette époque que vous n'aimez pas. Oui, c'est vrai, bien sûr. Un jour, on sera nostalgique du tweet en disant, mon Dieu, comme c'était bien quand c'était long. C'est bien sûr. Parce qu'il n'y aura plus que des grognements et des interjections, bien sûr. On est toujours le vieux con de l'autre, oui, bien sûr, et de soi-même, d'ailleurs, très vite. Si je peux me permettre de revenir à une toute petite une chose sur la guilde du RAID, pour revenir à cette histoire de cet extraordinaire usage de l'humanitaire à des fins politiques. Moi, j'appelle l'humanitaire le service-action de l'idéologie des droits de l'homme. Tout à coup, les ONG sont devenues, enfin pas toutes, hein, bien entendu, mais dans certains théâtres des conflits mondiaux, sont devenues des agences d'action politique. La Guilde se distingue évidemment et a réussi à échapper à ces manipulations politiques, d'abord par la modestie. Moi je crois que c'est très important, ça par la modestie de ces actions. Voilà, des actions modestes, des actions efficaces, des actions avec un principe de résultat, quelque chose qui est si politique, et des actions où l'on connaît absolument ceux à qui l'on s'adresse. Fini, c'était la conclusion de Sylvain Tesson. Ayam Sossad. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas les langues barbares. Ah, vous allez me faire. C'est pour montrer que j'étais désappointé. Bah, j'ai vu ça, oui, mais vous allez rester avec nous parce que c'est maintenant l'heure de la polémique et du tweet. Et entre le président Macron et la presse, ça se tend avant de recevoir le journaliste Laurent Geoffrin. Regardez, c'était lundi en Inde. Est-ce que vous pourriez me donner votre définition du mot privé, puisqu'hier, il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de photographes pendant votre visite privée du Taj Mahal? Je tiens à vous remercier de l'intérêt de votre question après une visite de 3 jours dans un pays comme l'Inde, qui manifeste toute la richesse que vous avez dû tirer de ce déplacement. Si la frustration de ceux qui n'étaient pas là les conduit à poser des questions de ce type, c'est en effet à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Et je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. Vous avez Florent Pagny. Bonjour. Mitterrand aurait été capable de... Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Laurent Geoffrin. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes patron de Libération. Absolument. Et vous vous étiez fait interpeller, vous aussi, en 2008, par Nicolas Sarkozy au cours d'une conférence de presse. Quel effet ça fait, en fait? Vous vous sentez bien au moment où il le fait, ou pas? Ça me fait plutôt rire. C'est un peu frustrant parce qu'on vous enlève le micro. Bah oui. Parce que vous avez le micro, vous posez une question, et le président répond. Alors il a répondu en 11 minutes. Vous étiez flatté, hein. Vous étiez fait... Comme quoi, il faisait vraiment n'importe quoi. Non, ce qui était désagréable, c'est que les autres journalistes riaient aux blagues du président. Je n'étais pas là, Geoffrin, donc ne me regardez pas. Ça m'étonne. Non, je vous assure, je n'étais pas là. La comparaison entre les deux épisodes vaut ce qu'elle vaut, parce que là, franchement, le niveau de la question, je ne veux pas accabler notre consoeur, mais c'est assez atterrant quand même. Je ne trouve pas, pourquoi vous dites ça? Non, franchement, c'est vrai que là, il y a quand même des enjeux considérables. Oui, non, mais c'est pas la seule question qui a été posée. Non, mais d'accord, mais là, on a coupé, mais il ajoute, s'il y a des questions de fond, je les prends toutes. C'est vrai que les relations avec un pays aussi considérable que l'Inde, dire vous avez évité le Taj Mahal avec des journalistes... Poser la question de la communication de la présidence de la République est légitime. Ouais. Il a Surtout que la communication de Macron, c'est la plus maîtrisée, la plus contrôlée, la plus verrouillée, la plus cadenassée qu'on ait vue depuis le début de la 5e. C'est ça qui énerve l'agent de journaliste. Mais ça m'énerve pas du tout, moi. Alors, je vais faire une déclaration liminaire. Nous, on dit beaucoup de mal des hommes politiques. Pas toujours, enfin, on les critique, quoi. Dans nos journaux. Donc, ils ont parfaitement le droit de dire du mal de nous. C'est la moindre des choses. Mais pas un peu de ressentiment, vous ne croyez pas que Davé et l'homme, ils pleurent là, la période Hollande où ils avaient table ouverte, porte ouverte? Demandez à Davé et l'homme, mais... Non mais en général, ils s'entretenaient beaucoup avec les journalistes. Je ne trouve pas que les journalistes doivent crier constamment, comme si c'était une atteinte à la liberté de la presse, qu'on nous engueule. C'est normal qu'on nous engueule, on passe notre vie à engueuler les gens. Donc, il se passe quelque chose d'inouï sur ce plateau, Laurent Geoffrin. Oui. Vous êtes d'accord avec Eric Je suis d'accord avec Laurent Geoffrin, c'est quand même historique. C'est parce qu'il est assez intelligent. Merci. Non, alors sérieusement, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je voudrais simplement essayer de, mais il ne sera pas en désaccord, d'en mettre dans le contexte. Macron est dans une contradiction. C'est-à-dire que il y a un an, il faisait une campagne électorale qui était très médiatisée. Je veux dire par là qu'il a joué de toutes les ficelles de la médiatisation.
en particulier mettant en scène son couple, sa femme plus âgée que lui. Il y avait des messages subliminaux à toutes les femmes de plus de 40 ans. Elle était plus âgée avant même qu'il communique. Hein, absolument, absolument. Ça ne m'avait pas échappé. Et donc il était vraiment le candidat des médias. Il a fait, je crois, j'avais noté à l'époque plus de 51 dans l'année 2016 d'hebdomadaires. Enfin, donc il a vraiment été, 75, il a été promu par les médias. Et puis il y a c'est le Macron qui a été élu. Et puis il y avait en plus un accord idéologique entre ce que disait Macron et ce que dit le mainstream, comme on dit en anglais, des grands médias. Oui, honnêtement. Il y en avait qui étaient pour Fillon quand même, autant que je me souvienne. Figaro, par exemple. Figaro, j'allais dire. C'est pas du tout mainstream. Si. Mais d'ailleurs, vous avez vu, le Figaro est passé pour Macron au second. Non, mais d'accord. Mais reconnaissez que l'idéologie de Macron, c'est une idéologie de centre-gauche. Une partie des médias. Voilà, une grande partie des médias. Bon, une grande partie, non. Grande partie. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Peu importe, c'est pas le sujet. C'est une partie du sujet parce qu'aujourd'hui, il y a un deuxième Macron qui a bien compris, qui a bien vu les problèmes que posait à Hollande sa proximité excessive avec les médias, parce que Hollande lui aussi, ça Geoffrey et moi, on a connu la même chose, il a été fabriqué par les médias. Sa proximité avec les médias pendant 30 ans... Ils ont été fabriqués essentiellement par les électeurs, les présidents. Non. Les électeurs sont des idiots, ils votent comme les médias. Non, mais les médias ont un pouvoir de présélection. Je suis désolé, il faut assumer... Hollande n'a pas été présélectionné, c'était Strauss-Kahn. Oui, mais quand Strauss-Kahn a été éliminé, Hollande, depuis 30 ans, faisait son travail. Non. Hollande, il y avait Aubry. Aubry, elle a été écrasée, ça vous a pas échappé. Oui, mais pas par les médias. Non, mais Aubry... Elle n'était pas dans les médias, d'ailleurs. C'est elle qui a trouvé le... Quand c'est flou, il y a un loup. Et alors c'est une bonne phrase. Non, mais vous faites... C'est une bonne phrase. Alors, on ne raciocine pas, vous étiez d'accord? Non, mais je corrige... Non, mais vous ne corrigez pas. Vous faites semblant de croire qu'il n'y a pas de pouvoir médiatique. Il y en a un. Il y a une influence. Non, il y a un pouvoir médiatique. Alors, c'est pas pareil. Non, c'est pas si. Est-ce que vous considérez que la démocratie est truquée? Moi, je crois pas. Moi, je crois que si. Voilà. On arrive au fond du truc, mais je pense qu'on est en démocratie, vous pensez qu'on ne l'est pas. C'est pas les relations entre Emmanuel Macron. Mais c'est difficile à démontrer votre thèse. Si, parce que Emmanuel Macron, voyant les dangers et la catastrophe qu'a provoqué, je disais, le quinquennat Hollande, veut rétablir une distance avec les médias et veut rétablir un secret. Parce qu'en fait... C'est pas le sujet pour moi. Mais si, c'est le sujet. Le sujet, c'est que, d'ailleurs, Rocard avait théorisé là-dessus il y a 30 ans. C'est-à-dire que la démocratie médiatique interdit le secret. Et donc interdit, en vérité, le pouvoir. Il y a un effet de dissolution par les médias du pouvoir. M. Geoffrin, ensuite je vais dire quel est le sujet pour moi. Je vais prendre une comparaison historique qui plaira à Zemmour. C'est le jour. Macron, c'est Bonaparte transposé en démocratie. C'est pas un dictateur, évidemment, il a été élu dans les conditions tout à fait régulières, un coup d'État, etc. Mais c'est la même tactique, c'est-à-dire c'est un homme jeune qui sort comme ça de l'inconnu et qui met en œuvre toutes sortes de réformes, mais qui les accompagne, comme Bonaparte depuis le début de sa carrière, par une maîtrise totale de la communication. La différence entre Bonaparte et les autres généraux de la Révolution, c'est que Bonaparte savait faire de la propagande. Et Macron a très bien compris, je ne sais pas s'il a pris modèle sur lui, en tout cas c'est le même fonctionnement. On fait toutes sortes de réformes à toute vitesse, qui ont été préparées avant, souvent, mais bon, il les fait. Et bonne ou mauvaise, je ne juge pas, mais il écrit l'histoire de ces réformes en même temps qu'il les fait. Comme Bonaparte écrivait sa propre histoire en même temps qu'il la faisait. Bonaparte allait plus loin parce qu'il convoquait les journalistes et il leur dictait les articles. Macron n'en est pas là. Puis il gagnait des guerres, Bonaparte. Oui, j'ai dit transposer dans un temps pacifique et démocratique. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une opération de propagande extrêmement bien menée et qui est à l'œuvre tous les jours. Et il n'y a pas un geste du président, à mon avis, qui n'a pas été pensé, calculé, réfléchi. Et donc quand il y a une question comme celle qu'on vient de voir, est-ce que vous ne faites pas de la communication sur votre vie privée? C'est une question élémentaire. On fait effectivement un pool de journalistes qui va suivre le couple Macron dans une visite privée. Il y a un paradoxe, puisque normalement privé, c'est plutôt caché. Et public, c'est ouvert. Or là, c'était privé ouvert. Donc c'est quoi la définition de ce qui est privé? La question est absolument... lui, il a répondu. Il a dit sans les autres, sans politique. Oui, il a fini par répondre. Mais on voit bien que ça l'énerve qu'on sorte du cadre. Moi, je pense que c'est pas le sujet. Je crois que le sujet, c'est pas la question de Macron. On est hors sujet depuis le début, alors. Non, c'est pas ça. Je pense pas que le sujet essentiel, en tout cas,
ça soit l'attitude de Macron envers les médias, c'est plutôt l'attitude des médias envers Macron. Ils ont un double problème. À droite, ils savent pas comment l'attaquer parce qu'en gros, il fait la politique que la droite appelle de ses voeux. Donc, ils sont très embarrassés. La politique économique. La politique économique, mais c'est ça qui leur importe au plus haut point. Et à gauche, ils ont aussi beaucoup de mal parce que comme il faut quand même se démarquer de Macron, qui est quand même qui mène une politique de droite, ils ont tendance à exagérer, à sauter sur la moindre occasion. Moi, je trouve que la une de l'Obs là, avec Macron entouré de avec les fils de Fernand Bellet, oui, c'était trop. Non, je trouve ça délirant. Donc il y a deux attitudes qui ne vont pas. Non, mais voilà, il y a deux attitudes qui ne vont pas. Il y a une hypersensibilité. Quand vous êtes dans un journal de gauche, centre-gauche, comme vous voulez, et que vous avez en face de vous un président qui mène une politique de droite, c'est un peu normal que vous émettiez quelques critiques, non? Oui, mais pas sous la forme de la caricature comme l'a fait l'Obs. Je trouve que ça tape à côté. Non, mais ça tape à côté. On n'a pas la couverture. Sur Sarkozy, il y avait aussi des unes caricaturales. D'accord. Mais je trouve que... Je sais bien, mais je trouve que des deux côtés, on n'a pas encore trouvé du côté des Lui, il a viré la salle de presse de l'association de la presse présidentielle aussi. D'accord, mais c'est pas la bonne distance. Non, puis il fait pas de conférence de presse publique. Ça, c'est un peu... moi, je m'en fous. Je suis pas accro aux conférences de presse. Mais les conférences de presse off, c'est un oxymore. Une conférence de presse où on la voit pas. Donc, alors on a des bribes qui sortent derrière. Et après, on fait tout un cirque sur le thème. Le off, c'est honteux. D'accord, mais faut pas le faire, alors. Et je trouverais normal que le président de la République en France n'a pas à s'expliquer devant le Parlement, à la différence de tous les autres, à part le président américain, et encore, tous les autres chefs de gouvernement, chefs d'exécutif, si vous voulez, pas chef de gouvernement. Ils sont interpellés par le Parlement. Madame May, elle est à 3 mètres du chef de l'opposition, elle doit répondre. Enfin, la reine d'Angleterre, non. Comme oui, mais la reine d'Angleterre ne gouverne pas. Oui, mais vous savez très bien que c'est l'ambiguïté fondatrice de la Ve République. Mais je sais bien, oui, je sais bien. Mais du coup, il serait normal que le président s'explique avec des questions. Alors, il peut prendre des journalistes, ou parfois on prend des citoyens, comme on dit, on les met sur un plateau, puis il pose des questions. Il ne fait jamais ça. Donc tout est absolument calibré, prévu. Et il a même pris comme conseillère en l'occurrence, Madame, je sais comment elle s'appelle, Mimi Marchand, voilà. Et alors, c'est une dame qui vient de la Presse People, quoi. Presse People. Elle est chef des paparazzi, quoi. C'est comme Vidocq. On prend un bagnard qui devient chef de la police. La comparaison est assez heureuse. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que plus généralement, Macron a réussi un peu à désarmer l'opposition politique et aussi l'opposition médiatique? On a l'impression qu'il y a un flottement et qu'il n'arrive pas à mordre. L'opposition est assez inaudible. Mais je trouve que l'opposition médiatique ne les guère plus. Mais l'opposition, elle est en mauvaise posture pour des raisons politiques, pas pour des raisons de communication. Non, l'opposition médiatique, il parle, lui. Ah, médiatique? Oui, médiatique et politique. Moi, j'ai pas le sentiment... Enfin, si je réponds pour mon journal, j'ai pas le sentiment qu'on n'est pas systématiquement contre Macron, mais enfin, on n'est pas très favorable. Mais parce qu'on critique sa politique. Pardonnez-moi, Laurent Geoffrin, on va avoir un désaccord qu'on a bien dit. Oui, non, mais... Sérieusement. Je pense que la question de Nolo est bonne, mais qu'elle tape à côté. Je veux dire, il y a... Non, mais qu'elle tape à côté pour moi. Pour moi. C'est un compliment paradoxal. Et voilà, exactement. Non, mais parce que j'ai essayé de développer cette thèse tout à l'heure, mais vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas voir qu'il y a une certaine et une grande uniformisation médiatique. Mais je ne crois pas du tout à votre histoire. Justement, je sais. Mais peut-être que c'est pour ça que vous ne comprenez pas ce qui se passe entre Macron et les médias. Je ne comprends pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Non, parce que vous ne parvenez pas à répondre à Nolo. C'est ça que je veux dire. Quand Nolo vous dit il y a un souci entre les médias et Macron, c'est que je pense que les médias sont embêtés parce que idéologiquement, il y a une proximité entre l'idéologie répandue par les grands médias et... Mais lesquels? C'est simple. Libération. Le Figaro aussi sur l'économie. Ah non, mais je vous parce que c'est un journal de droite qui approuve des mesures de droite, évidemment. Non, libéral, économie. Mais vous aussi, vous êtes libéral. Le Monde aussi est libéral. Si. Les grandes chaînes d'infos. Je vous lis. Pardonnez-moi, je suis le dernier à vous lire. Je suis plutôt keynésien. Non, moi aussi, je lis libéral. Mais keynésien était un libéral, vous savez bien. Absolument. C'est pas gentil de dire ça. Non, c'est pas gentil, mais c'est pas vrai. Mais moi, c'est pas vrai du tout. Alors, Eric, vous vouliez aller quelque part? Non, je voulais dire que le problème des médias... Mais si, je vais là au même endroit. Le problème des médias, c'est que globalement, ils sont en phase idéologique avec Macron. Et que Macron les rabroue et les de là où vous êtes, rejette.
Et c'est ça, ça vous semble juste, ça? Non, il ne veut pas l'admettre. Je sais qu'il ne veut pas l'admettre. Je pose la question à Sylvain Tesson. Quand vous revenez en France, après avoir galopé dans les steppes de l'Asie centrale, est-ce que ça vous apparaît, ça, ou est-ce que vous en foutez complètement? Non, mais ce qui m'a apparu en mai 2017, au moment de l'élection de Macron, c'est qu'il avait été élu, notamment parce qu'il avait compris l'énorme jeu de communication qui s'était emparé aujourd'hui de la planète et qui aujourd'hui régit les lois de la dialectique politique, quoi. En fait, c'est un gouvernement de communication. Donc ça peut me sembler un peu étrange qu'il rabroue l'instrument dont il s'est servi pour accéder au pouvoir. C'est Narcisse qui s'insurge parce que la flaque lui renvoie son reflet, quoi.